Vos oreilles n'en reviendront pas. Sacré matin. Sacré matin. Avec Cyril Bochico. Sacré matin. La nouvelle nous apprend d'ailleurs que Boko Haram a écrit à Paul Biya le message du 13 juin 2013 du Jama'atu Hashish Sunna Lida Awa Tilwal Jihad de la secte islamiste de sa version arabe. Aoussa a été traduit en français par Abdoulaye Ahmed Mohamed. Et cette lettre a été adressée à Paul Biya, une version arabe qui a été traduite. Alors, ils disent à Paul Biya qu'il y a des gens autour de lui qui veulent faire des choses contre son gouvernement. Eux là, donc, quand ils aident les terroristes et ils empêchent cela. Alors, à quoi ça peut renvoyer quand ils disent à Paul Biya, il y a des gens autour de vous qui veulent faire des choses contre vous et nous sommes là pour empêcher cela. Donc, voici, nous, ils disent à Paul Biya, nous avons fait ça pas plus d'une ou deux fois. Vous avez arrêté nos frères. Il y a des choses que les gens sont en train de vouloir faire chez vous et que vous connaissez et que nous sommes en train d'empêcher. Mais vraiment, tout ce que nous voulons, c'est une seule chose, libérer nos frères que vous avez arrêtés. C'est pas nous qui faisons, c'est Allah qui nous donne la force et le courage. Nous n'avons peur de rien. Nous ne demandons à personne. C'est à lui que nous demandons. Et si vous doutez vraiment, vous allez voir ce que nous allons faire. Et ce n'est plus pour longtemps. Donc voilà. Alors voilà donc une lettre comme celle-là qu'ils ont publiée. On espère que le destinataire, lui, a reçu la lettre et il saura prendre les mesures nécessaires. Et c'est lui encore qui disait, ce n'est pas Boko Haram qui va dépasser le Cameroun. Donc c'est un message, disent-ils, que nous envoyons en secret pour que vous voyez et que vous visionnez avec vos collaborateurs, étudiez ça ensemble pour que ce ne soit pas tard. Donc, un peu comme s'il souhaitait une négociation. En tout cas, Guy Parfait-Songhé, qui devrait être notre invité ce matin, aurait pu nous amener à comprendre cela, lui qui est politologue. Voilà, donc, alors, cette lettre est-elle authentique? Ou alors c'est quelqu'un qui l'a envoyé juste pour faire le buzz et alimenter encore les commentaires. Toujours est-il que cette lettre est parue dans la nouvelle de ce matin. Achetez le journal, vous allez lire. Mais lorsqu'on a traduit mot à mot, on se rend finalement compte que, elle n'est pas aussi bien écrite, mais peut-être sa traduction, elle a posé un problème. Alors, Guy Parfait-Songhé est notre invité ce matin, lui qui est politologue. Alors, Boko Haram qui écrit à Paul Biya et qui menace cette lettre qui est parue dans la nouvelle aujourd'hui, ce message qui date du 13 juin 2013, comme il y a très longtemps, il y a une année déjà, que cette lettre a été écrite. Certainement, elle avait été publiée et republiée à nouveau, un peu comme dans la lettre, il disait, nous on n'a peur de rien, c'est Allah qui nous envoie. Peut-on penser que cette groupe a une profonde motivation religieuse ou finalement, docteur, c'est une motivation financière qui amène ces gens à attaquer et à causer tant de tort aux populations de l'extrême nord du Cameroun? Bonjour Guy Parfait-Songhé. Oui, bonjour monsieur Cyril Bochico, bonjour aux auditeurs de Radio Balafon, ça fait des mois. La question de Boko Haram me semble être une question complexe qui est d'abord relative à la perception qu'on devrait s'en faire. Parce que Boko Haram est d'abord un groupe extrémiste religieux, en dehors du fait qu'il a un penchant politique, et même dans la dimension politique, il se veut être depuis un certain temps transfrontalier et international. Ça veut dire que Boko Haram a plusieurs visées. C'est un groupe armé, en dehors de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un groupe armé, je vais dire un groupe de bandits, qui essaie d'établir une partie du territoire autour des pays qui sont le Nigeria, le Tchad, le Cameroun, voire même le Bénin, et établir ce territoire comme étant leur propre État, d'un point de vue opérationnel et fonctionnel. Maintenant, les motivations de Boko Haram, il faut les tirer dans l'environnement qui permet de créer Boko Haram. C'est-à-dire que c'est un environnement de misère extrême. Le Nigeria vient de passer première puissance économique du continent africain, mais il n'en demeure pas moins que d'un point de vue concret, on peut palper la misère dans le nord Nigeria et une misère accablante pour les autorités nigérianes. Le problème aujourd'hui est que la manière dont les autorités nigérianes ont traité la relation, le rapport de force avec Boko Haram a contribué à radicaliser cette organisation qui de plus en plus s'est installée dans des actes terroristes. Maintenant,
par rapport à ce qui se passe dans les rapports au Cameroun, il y a une complexification dont, n'est-ce pas, les auditeurs doivent tenir compte. Une complexification due au fait qu'il y a une branche de Boko Haram qui est financée par certaines puissances internationales qui ont besoin de déstabiliser le Cameroun pour des raisons économiques et géostratégiques. Il y a une branche de Boko Haram en termes de complicité et en termes d'appui que l'on a pu identifier sur le sol nigérian parmi même les personnes du corps militaire. Et il y a une autre branche de Boko Haram qu'on a pu identifier au Cameroun parmi, n'est-ce pas, certaines personnes qui tirent de gros avantages à déstabiliser l'État, d'abord sur le plan financier, parce que par exemple les prises d'otages ça rapporte de l'argent. Et ensuite, parce qu'il y a un certain groupe de personnes qui estiment qu'ils devraient prendre le pouvoir après M. Paul Biya. Donc c'est un peu plus complexe que cela paraît. Et c'est dans la complexité de ces paramètres qu'il faut établir un critérium qui nous permette de cerner la question aujourd'hui. Une lettre comme celle-là, qui vient relativement en retard, ne doit pas ignorer le fait que M. Biya a mobilisé des ressources importantes et qu'aujourd'hui le pire cauchemar de Boko Haram soit le bir. On ne peut pas vous dire officiellement le nombre de pertes, de pertes en vies humaines que Boko Haram a eu, mais ils en ont perdu beaucoup. Et je vais même dire, pour être réaliste, des centaines. On n'en parle pas et c'est cela qui explique aujourd'hui qu'il y a une action particulière envers le chef de l'État camerounais. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils souhaitent enfin? Ils veulent négocier avec Paul Biya ou ils veulent faire, comment dire, le show par médias interposés? Ils veulent savoir faire comprendre qu'ils existent et qu'ils sont une menace et qu'on est peur d'eux. Et donc, alors, leur réelle motivation, c'est quoi? Le but final, c'est quoi? C'est la partition de l'extrême nord, de la partie nord du Cameroun, ou c'est conquérir le pouvoir de Yaoundé, c'est d'installer un État islamique. Qu'est-ce que cherchent les Boko Haram veut installer un État islamique et de toute façon, les prêches de Boko Haram sont relatives à des réponses économiques, socio-économiques. Ce qu'ils veulent, c'est négocier prioritairement. Parce que dès le moment où quelqu'un engage la communication, c'est qu'il espère qu'il y a une rétroaction, qu'il y a un feedback dans lequel il puisse tirer avantage. Mais de l'autre côté, c'est une opération marketing pour Boko Haram de montrer qu'il peut écrire au chef d'État, à un chef d'État, et puis se faire important par rapport à tous ceux qui, je vais dire, leur accorde du poids et leur apporte du soutien. Mais il ne faudrait pas que les Camerounais soient naïfs dans cette affaire. Le Cameroun est en plein cœur du golfe de Guinée. Le golfe de Guinée, d'après les études de prédictibilité les plus sérieuses, sera l'un des plus grands centres des affaires au monde dans les prochaines décennies. Il est extrêmement important pour tous les pays qui ont besoin de contrôler le golfe de Guinée, d'avoir le contrôle sur le Cameroun. Et il se trouve que les modifications apportées par la politique internationale de Paul Biya créent un vrai problème aux puissances qui ont besoin d'exploiter le sol et le sous-sol camerounais. Donc, alors, Paul Biya a reconfiguré sa collaboration avec des puissances internationales et c'est ce qui peut lui valoir quelques ennuis sur le plan militaire et cette tentative de déstabilisation. Alors, Paul Biya a voulu ça pour son pays, pour son peuple. Oui, en fait, ce qui arrive à Paul Biya est arrivé d'une certaine façon à Ahidjo. Sauf qu'à Ahidjo, on avait pu le duper. Ahidjo, son médecin français le droguait pour lui faire croire qu'il est malade. C'est Mitterrand qui a mené cette opération. En fait, il faudrait qu'on remonte le temps pour comprendre pourquoi on en est à cela. Pourquoi? En réalité, nous n'avons pas obtenu d'indépendance vraie. Les pays d'Afrique francophone n'ont pas obtenu une indépendance vraie pour la simple raison que De Gaulle ne voulait pas cette indépendance. À cause de la pression internationale, De Gaulle a donc compris qu'il fallait anticiper les indépendances en les truquant. Donc, en les truquant dans les mesures où ils ont veillé à installer un certain nombre de textes de loi, de règles qui relèvent des rapports entre la France et les colonies, les anciennes colonies, qui vont verrouiller l'autonomie de ces pays, qui vont verrouiller le pouvoir décisionnel de ces pays, qui vont verrouiller la souveraineté de ces pays. De Gaulle avait un collaborateur qui est très célèbre, Jacques Foccart, qui était d'un cynisme extraordinaire. On est obligé de rentrer dans cet élément parce que on n'enseigne pas ça dans nos écoles. C'est une catastrophe. Ils ont donc créé ce qu'on appelle des accords de coopération. Ce n'était pas des accords de coopération. Pour faire un résumé, il n'y a pas de coopération entre un chat et une souris. Ce n'est pas possible. Il y en a un qui mange l'autre. Ce n'est pas une coopération. Donc, on a veillé à ce que la France, d'abord à travers la dimension économique, parce que beaucoup n'arrivent pas à comprendre des choses élémentaires comme celle-là, on ne leur a pas enseigné. Au niveau monétaire, nous sommes dans la zone franc CFA, le franc des colonies françaises d'Afrique.
Ce n'est pas notre monnaie. Donc ce n'est pas notre monnaie. C'est leur monnaie. C'est leur monnaie. Dans cette monnaie, nous versons dans le trésor français, je dis bien tous les pays qui sont dans la zone franc CFA. La zone franc CFA, tous les pays versent 66% de leur argent qui est retenu dans le trésor français. C'est beaucoup ça. C'est énorme. Ce n'est que 44% de notre argent qu'on utilise chaque année. Le reste est dans les trésors français pour des questions de convertibilité. Je continue. Sur le plan économique, la France est attribuée l'exclusivité de l'exploitation de certaines ressources sol et sous-sol dans un certain nombre de pays africains. Beaucoup de personnes, non seulement l'exclusivité, mais c'est attribué la possibilité d'exploiter ces ressources sans payer les taxes de quelque niveau que ce soit. Elle s'est attribuée l'exclusivité sur le plan militaire de la formation des officiers dans certains pays, de la livraison du matériel militaire, du renouvellement de ce matériel militaire. Je dis ça parce que je suis certainement, là je n'ai pas à jouer au modeste, l'un des rares universitaires à avoir lu les accords secrets. Qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de personnes estiment qu'il faut variabiliser le partenariat avec l'étranger sans comprendre le niveau de verrouillage qui existe depuis 1960 dans la majeure partie des pays d'Afrique francophone. Et je vous signale que la France a signé des accords avec une trentaine de pays africains. Et parmi les 30 pays africains, elle a signé des accords avec 5, des accords secrets, défense. Il n'y a que les chefs d'État qui ont accès à ces documents. Donc, lorsqu'on arrive à lire l'histoire depuis 1960, vous allez vous rendre compte que, à cause de ces accords qui donnent à la France le droit de déstabiliser un pays, je dis que c'est légalement prévu dans les accords secrets. La France est capable, dans beaucoup de pays, comme la Côte d'Ivoire, comme le Gabon, comme le Tchad, de venir enlever au pouvoir un monsieur qui a été élu par ses populations. Parce que les accords secrets le permettent. Les Camerounais ne savent pas ce genre de choses. Les Africains sont nombreux à ne pas savoir ça. La France est capable d'installer au pouvoir un individu que le peuple ne veut pas. Du moment où il est établi comme étant un ami. Sur la base des accords secrets. La France a établi un verrouillage de l'autonomie, de l'autodétermination des États, de la souveraineté des États depuis 1960 grâce à De Gaulle, qui est tel que tant qu'on ne combat pas, tant qu'on ne dénonce pas les accords secrets, on va se battre ayant les pieds totalement trempés et étant noyés. C'est donc à cause de ce contexte qui a été installé depuis De Gaulle que tous les pays africains, on connaît les exemples dans lesquels les chefs d'État ont commis l'erreur. Oh, j'ai oublié, Bojiko, c'est très très important pour nos auditeurs. La France, lorsqu'elle exploite une denrée dans votre pays, d'après les accords de 1960, lorsqu'elle est gentille, je précise quand elle est gentille, parce qu'elle peut avoir l'exclusivité, elle ne vous donne rien. Vous avez 25% des ressources de cette denrée, elle prend 75%. 25%. 25%. Si la France utilise sur vous le cobalt, le benzène, peu importe, le diamant, le pétrole, vous avez droit à 25%. Et vous, elle a 75%. Tous les pays qui ont osé demander une renégociation, les chefs d'État, se sont vus botter hors du pouvoir. De la façon la plus illégale. Non, encore des cas un peu plus spectaculaires. Vous vous rappelez de l'affaire de l'âge de Zoé, oui, qui avait enlevé les enfants. Sarkozy est venu comme Superman pour réclamer qu'on lui donne ses concitoyens français. Lorsque le président tchadien a fait de la résistance, on a mis les rebelles aux portes de son palais, oui, pour l'obliger à gracier ces gens-là. Ça fait partie des accords. Aujourd'hui, au Cameroun, il se trouve que le Cameroun est le voisin du Nigeria qui est devenu la première puissance économique du continent africain. Il est extrêmement dangereux pour ceux qui ont besoin de piller les pays en Afrique centrale, toute la zone du golfe de Guinée, de laisser le Nigeria s'épanouir comme ça sur le plan économique. Il risque de contaminer tous ses voisins. Ça, c'est un. De deux, ses voisins comme le Cameroun ont des ressources dont on a énormément besoin pour les intérêts européens occidentaux. Qu'est-ce qui se passe? Il faut déstabiliser dans l'urgence ces pays-là de façon à ce que, à travers la déstabilisation, on puisse continuer à les piller. Lorsque vous regardez ce qu'ils ont fait en Libye, parce que peut-être beaucoup de Camerounais et Africains en général n'ont pas conscience du niveau de manipulation qu'il y a dans les médias occidentaux. Personne n'a tué en Libye plus que l'OTAN. Personne n'a jamais dit la vérité sur ce qui s'est passé en Libye à travers les chaînes que sont Euronews, France 24,
RFI et tous leurs consoeurs. Qu'est-ce qui se passe? Kadhafi avait créé un cadre de vie en Libye qu'aucun autre pays n'avait au monde. Je suis catégorique. Aucun autre pays n'avait les conditions de vie que Kadhafi a créées en Libye. On a prétendu que Kadhafi était un dictateur. Faux. Kadhafi avait créé des structures qui fonctionnaient comme les communes. Donc, il y avait la démocratie en Libye. Notamment les tribus. Voilà. Avec les chefs de tribus. On a fait croire qu'il n'y avait pas de démocratie en Libye en montrant une architecture qui est comparée en surface, n'est-ce pas, à l'architecture étatique occidentale. Kadhafi avait créé des conditions de vie telles que lorsqu'un couple se mariait, l'État lui donnait de l'argent pour faire sa maison. L'école était gratuite, l'eau gratuite, l'électricité gratuite, la nourriture gratuite. En Libye. En Libye. Incroyable. De Kadhafi. Ils sont arrivés, ils ont bombardé la Libye avec des armes expérimentales qui sont capables de déclencher des ondes de choc sur plus de 10 km. Ce qui a tué le plus de Libyens dans les bombardements, et on n'a aucune image de l'Occident qui montre ça. On dit seulement que Kadhafi est un criminel, il a bombardé ses populations. C'est que lorsqu'une bombe frappe quelque part à cause de l'onde de choc, elle vibre sur d'un rayon de plus de 10 km, dont le diamètre est plus de 20 km, les maisons s'effondrent sur les gens. Vous n'avez pas vu beaucoup de Libyens en Occident, parce qu'en fait, les gens se sentaient bien dans leur pays. Ils ne voyageaient pas. On n'a jamais raconté qu'il y a eu 1,5 million, je dis bien 1,5 million de personnes qui ont manifesté contre l'OTAN en Libye pendant que Kadhafi était là. 1,5 million, c'est plus de 2/3 de la population. Oui, bien sûr. On n'a eu aucune émission, aucun documentaire, aucune seconde dans un journal de toutes ces différentes chaînes qui montrait que les Libyens n'étaient pas d'accord avec les Occidentaux. Il fallait seulement prendre la poignée de ceux qui voulaient à tout prix le pouvoir et qui le revendiquaient pour dire que les opposants ne sont pas d'accord. Pourquoi est-ce que je fais ce parallèle? Je vais faire ce parallèle maintenant sur la Côte d'Ivoire. Vous imaginez que moi qui suis politologue, malgré tout ce que j'ai comme analyse, il m'a fallu tomber sur les rapports de services de renseignement pour savoir que Gbagbo avait gagné l'élection. Ah bon? Gbagbo a gagné l'élection en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tout le monde le sait. Gbagbo gagne l'élection et c'est un président qui a gagné l'élection que la France a enlevé du pouvoir par un coup d'État. Je vais donner l'un des éléments les plus flagrants qui montrent que Gbagbo a gagné l'élection, c'est qu'ils ont refusé le recomptage. Pourtant, le recomptage se fait toujours dans d'autres pays d'Afrique. Dans d'autres pays. En Côte d'Ivoire, on ne voulait pas de recomptage parce qu'un recomptage aurait permis de voir que Gbagbo a gagné l'élection. Et il faudrait que l'on comprenne. C'est un président qui a gagné les élections, qu'on a enlevé du pouvoir, qu'on a mis en prison et qui est au tribunal. Et un tribunal déséquilibré parce que tous les experts dans la matière estiment que Gbagbo ne doit pas aller au tribunal sans Ouattara. Oui. Parce que les deux étaient des chefs de guerre sur un territoire en guerre. Normal. Qu'est-ce qui se passe donc au Cameroun? Parce que quand je fais ces parallèles, certains vont donc comprendre. Ce qui se passe au Cameroun, c'est que M. Biya a continué dans une certaine dimension, depuis un certain moment, l'expérience aidant, à varier la coopération internationale en se rapprochant beaucoup plus de la Chine, de la Russie, de l'Inde. Et ça a fait sérieusement peur aux intérêts français au Cameroun, qui voient de toute façon d'un très mauvais œil cette réorientation stratégique en matière de politique internationale. Ils ont essayé beaucoup de choses dont je ne peux pas parler à la radio, et cela a contribué à ce que M. Biya se radicalise encore plus dans la nécessité de varier en termes de partenariat, de diversifier le partenariat pour qu'il n'y ait personne qui puisse se perdre, pour que le Cameroun ne soit la chasse gardée de personne. Quels que soient les défauts que l'on peut trouver à M. Biya, il y a le fait qu'il ait compris qu'il ne faut plus accorder prioritairement un certain nombre d'avantages à la France. Et ça a contribué aujourd'hui, je suis formel là-dessus, il y a des choses qu'on ne peut pas dire à la radio, ça a contribué de façon formelle à ce que la France, à son niveau, finance et déstabilise autant qu'elle le peut jusqu'ici, ou tente de déstabiliser le Cameroun. Le nombre d'actions où on a trouvé la France impliquée pour la déstabilisation de ce pays ne sont pas quantifiables. Commençant par le fait que l'on fasse des documentaires pour dire que nous on torture les homosexuels ici. Encore que je ne sais pas si homosexuel ça a un sens dans nos cultures. Le fait que l'on ait fait entrer des armes dans ce pays. Je ne suis pas, je suis pas coincé dans une secte où c'est pas un loge où on va me dire que son gars ne parle pas. Moi je sais ces choses. Je l'ai dit. Le fait qu'on ait infiltré des corps d'élite ici pour essayer autant que possible de fabriquer
une armée contre Biya, contre le régime en place. Plus grave, le fait que la France essaye de créer un problème qui n'existe pas au Cameroun, un problème de nord contre le sud, ou bien un problème de chrétiens contre musulmans. Ce problème de crise n'existe pas au Cameroun. Oh oui. Donc, la question de Boko Haram est une question fort complexe dont il faut tenir compte. Et tant que les Camerounais n'ont pas conscience du fait que l'indépendance que nous avons obtenue, comme la majeure partie des pays africains, est ce qu'on appelle une légalisation de la colonisation, tant qu'ils ne comprennent pas que les jeux et les enjeux sont relatifs au fait que le Cameroun fait partie des pays qu'il faut recoloniser pour mieux servir les intérêts français, entre autres pays occidentaux qui s'intéressent au Cameroun, tant qu'ils ne comprennent pas que nous avons une nation à défendre et que de toute façon, jamais, pas une seule seconde, l'Europe n'a pensé notre développement, ils vont regarder la réalité avec beaucoup de naïveté. Donc, il faut donc pour cela que le peuple camerounais acquiert ce qu'on appelle la conscience nationale. Acquérir la conscience nationale, comprendre qu'il y a une très grande différence entre un gouvernement et un État. Je le dis et j'insiste là-dessus. Vous pouvez être en désaccord profond avec votre gouvernement, mais vous devez protéger votre État. L'État, c'est nous tous. L'État, c'est nous tous. Monsieur Biya peut faire de très mauvais choix par rapport à qui gouverne autour de lui. Encore qu'on n'a pas besoin d'être un génie pour démontrer qu'il a entouré à certains niveaux de personnes peu recommandables. Mais ça, c'est une affaire qu'il va régler dans les prochaines semaines. Mais il y a notre État à protéger pour nos ancêtres, notre État à protéger pour nos enfants, notre État à protéger pour nous-mêmes. Parce que si nous ne savons pas protéger notre État, nos enfants vont souffrir au moins 10 fois plus que nous. Mais il faut savoir que l'Afrique a à elle seule plus d'1,4 milliard d'habitants. L'Afrique a à elle seule plus de la moitié des ressources sol et sous-sol de la planète. Et aujourd'hui, tous les pays se montrent amis de l'Afrique pour une raison simple. Tous les pays occidentaux, c'est l'endroit où il faut aller. C'est la terre bénie. C'est l'endroit où Dieu a donné la vie. Encore qu'on a enseigné un tas de bêtises aujourd'hui qui scientifiquement ne tiennent pas. La vie a commencé dans la zone des Grands Lacs. Que ce soit la vie animale, la vie humaine. Mais comment est-ce qu'on ne se réfléchit pas quant au fait que nous ayons un continent qui a été pillé pendant plus de 5 siècles et les gens projettent encore le piller? C'est parce qu'il est extrêmement riche. Oui, justement, c'est ça la question. Si on peut mettre les 4 siècles d'esclavage et tout ce qui arrive après l'exploitation des sous-sols et tout le reste, voilà, et que l'Afrique reste debout, ben c'est dit que nous en avons assez. Parce que c'est la terre bénie. C'est la terre bénie des dieux. Les Africains sont le peuple béni de Dieu. Tout le monde est parti de l'Afrique. Les Blancs viennent de nous, les Américains viennent de nous, les Asiatiques viennent de nous. C'est nous, la terre-mère. Le docteur Guy Parfait Songhai est notre invité ce matin dans cette émission. J'ai eu la chance d'être enseigné par lui en licence en communication. Il est politologue et nous accompagne bien sûr dans cette émission, nous aide à décrypter l'actualité et à comprendre des choses qui nous arrivent. Pas mal de réactions qui nous sont parvenues au 78 82 82 83 docteur. J'ai lu ces messages. Bonjour, je partage l'idée du politologue Guy Parfait Songhai et toutes nos félicitations pour l'illustration de la politique française sur notre pays. Pense ainsi un auditeur, un autre message qui nous est arrivé, docteur. Bonjour, docteur Songhai, je vous prie de vous rapprocher des services de renseignement. Vous avez trop à dire. C'est Martin Aqua qui pense ainsi. Et il faut dire que docteur Parfait Songhai est dans une équipe de recherche d'ailleurs pour l'émancipation du Cameroun et il y a beaucoup d'intelligents de ce côté-là. Vous avez des personnalités de l'université qui sont dans un groupe de recherche. Bonjour Cyril, merci pour le docteur Songhai qui nous fait des analyses profondes. Est-ce que l'épidémie Ebola en Afrique n'est pas un moyen de fragiliser l'Afrique? C'est OB qui pense ainsi. Alors, docteur, est-ce que l'épidémie Ebola, c'est une question d'auditeur pour qu'on n'oublie pas, on reviendra sur des questions profondes de notre histoire. L'épidémie Ebola est une épidémie qui est connue depuis plusieurs décennies. En fait, le virus est connu depuis plusieurs décennies, mais il se trouve juste que, parce qu'il n'avait pas encore représenté une menace pour les grandes puissances, on n'avait pas voulu faire des recherches là-dessus. Bon, depuis que deux Américains sont tombés malades, je pense qu'on a déjà un traitement expérimental. Mais il faudrait peut-être déjà que je dise quelque chose concernant les questions de santé, parce que encore, voilà une autre affaire à démonastériser, à dédogmatiser, à désenfermer, à désensorceler. Parce que la question de la santé telle qu'elle est gérée par l'OMS et toutes les autres grandes puissances qui sont autour d'une grande organisation comme l'OMS relève du business. Il faudrait que les Camerounais ouvrent les yeux sur le fait que la santé, c'est l'un des plus gros business au monde. De la même manière que la guerre est l'un des plus gros business au monde. J'explique concernant la santé.
Depuis la Première et Deuxième Guerre mondiale, les grandes puissances et particulièrement les individus qui dirigent ce monde ont compris que vendre les médicaments aux personnes qui étaient malades rapportait beaucoup d'argent. Ils ont commencé à chercher les astuces pour vendre les médicaments aux personnes en bonne santé. Ce qui leur a permis, n'est-ce pas, de créer un certain nombre d'astuces, jusque-y compris des astuces relatives aux prescriptions médicales, qui parfois sont excessives. Les études ont montré, par exemple, qu'en France, les médecins français prescrivaient 5 fois plus que la majeure partie des médecins européens. Des études ont montré qu'un certain nombre de vaccins avaient pour but, je le dis, c'est bien dommage, je n'ai pas les documentaires ici sur moi, je les ai dans mon laptop à la maison. Des études ont montré, des documentaires qu'on ne veut pas diffuser, qui ont montré que certains vaccins ont pour but de rendre malade. Ce qui fait qu'un certain nombre d'enfants sont malades de choses qui n'arrivaient qu'aux vieux. D'un autre côté, un certain nombre de personnes qui ont trouvé des traitements fiables contre le paludisme ont été évacuées de l'environnement médical et de façon à ce qu'ils ne puissent jamais produire leur traitement de manière industrielle. De la même façon, vous allez trouver la curiosité qu'on appelle le sida, dont les études les plus sérieuses, les documentaires les plus sérieux vont jusqu'à dire que s'il faut traiter quelqu'un contre le sida, la seule thérapie, encore que je ne veux pas discuter même de ce qu'est le virus, parce qu'on ne l'a pas encore identifié à l'œil nu, d'après toutes les études les plus sérieuses, parce qu'on ne l'a jamais vu au microscope électronique. Jamais. Ah bon? Je reviendrai là-dessus. Je vais citer tout simplement l'un des co-découvreurs du virus qui s'appelle Montagnier, le professeur Montagnier. Professeur Montagnier dit ceci, j'ai les vidéos, je ne dis pas des choses en l'air. Il dit ceci, si on veut traiter le virus, traiter le sida, il suffirait de combattre le stress oxydatif. Le stress oxydatif est combattu à travers une très bonne alimentation. Et si un individu a une bonne alimentation et qu'il a un moral haut, il guérit du sida. Le journaliste qui est en face lui dit, professeur, vous voulez dire que le virus peut entrer chez quelqu'un est ressorti? Il dit oui, je suis formel. Mais sauf que bien nourrir la planète n'est pas rentable. Ce qui est rentable, c'est de produire des médicaments. Ce que je vous dis est extrêmement grave. Le niveau d'information que j'ai, d'abord à cause de la recherche scientifique, mais ensuite du consultanat, fait que je suis régulièrement dans des secrets défense. Donc je me retrouve à traiter de ce genre de réalité. La question de l'Ebola est une question qui entre dans un gros lot d'activités qui relèvent prioritairement d'enrichir un groupuscule d'individus au détriment des populations qui, elles, doivent continuer à souffrir et continuer à mourir. Je vais le dire autrement. On n'a pas besoin de traitement, par exemple, contre le paludisme. On a besoin des malades. Comme ça, on continue à livrer un traitement parcellaire qui fait que régulièrement, on a besoin d'acheter les médicaments. Je suis tout à fait compatissant face aux différentes industries qui produisent des traitements contre le paludisme, mais je connais des personnes en bonne santé mentale et physique qui sont dans ce pays qui n'attrapent jamais le palu. Parce que ils ont rencontré des médecins occidentaux qui les ont traités. L'un a dit formellement, tu n'auras plus jamais le paludisme. Et c'est vrai, depuis 20 ans, pour l'un des amis proches que j'ai et une autre dame que je connais. 2, parce qu'il existe des personnes qui ont trouvé le traitement contre le paludisme, mais on ne va jamais laisser ça se commercialiser. C'est-à-dire que des traitements qu'on prend 2 fois l'an. Vous avez beau vous faire piquer contre par le moustique, l'anophèle femelle, vous ne tombez pas malade. Le problème est que beaucoup de citoyens ne comprennent pas l'ordre du monde et ils se comportent comme si le Cameroun était hors de la planète. Ils ne comprennent pas les niveaux de manipulation, les niveaux d'orchestration de la manipulation qui sont structurés à travers les grandes organisations telles que l'OMS, le FMI, la Banque mondiale, les médias occidentaux qui assurent le relais sur l'Afrique. Parce qu'il est très important de mettre dans la tête des Africains s'ils sont pauvres, qui ne valent rien. Et je le dis comme ça parce que certains peut-être ne voient pas le message dans sa profondeur. La meilleure manière de neutraliser un individu, c'est de lui mettre dans la tête qu'il ne vaut rien. Je dis aux parents qu'il est extrêmement dangereux d'insulter les enfants parce qu'ils ne savent pas la puissance de ces insultes dans la durée. Fouetter un enfant est moins nocif même pour son épanouissement que lui dire en permanence, regarde-moi un con comme ça, un idiot, etc. Quand vous commencez à lui dire ce genre de choses, il s'approprie l'étiquetage et il le somatise. Ce que les Occidentaux nous font, et ils le font à grande échelle, c'est de nous mettre dans la tête que nous ne valons rien. Nous ne valons rien. Nos populations ont gommé ça à tous les niveaux. Nos dirigeants ont gommé ça à tous les niveaux, encore que nos dirigeants aient été choisis prioritairement par eux. Nos gouvernants
quelles que soient les vagues, ont gommé cela paru, quelles que soient les générations. Une génération, c'est 30 ans. Donc, il faut comprendre que la question de la santé est une question sur laquelle il nous faudrait énormément communiquer pour que les uns et les autres se rendent compte que dans tous les pays développés, je prends un exemple simple, la Chine. Monsieur Bojiko, lorsque vous arrivez dans un hôpital chinois, vous avez une offre qui vous est faite. On vous dit, à droite, c'est la médecine moderne, à gauche, c'est la médecine traditionnelle. Pourquoi on ne peut pas arriver à ce niveau de développement qui permette qu'à l'hôpital, on ait accès à la médecine moderne de la même façon qu'à la médecine traditionnelle? Le problème, c'est la question de politique. Politique de développement. Quelle est la vision du développement? Quelle est la philosophie du développement qui fonde une politique de la santé qui nous permettrait d'être autonomes et de nous dégager des manipulations à l'échelle mondiale? Donc, comme notre cher ami auditeur a suivi la question d'Ebola, en a parlé, j'en ai profité pour ouvrir aussi une brèche sur ces questions pour qu'on comprenne qu'on est encore dans la manipulation mentale de masse. Sacré matin. Dr Guy Parfait Songhai, notre invité ce matin, nous accompagne tout au long de cette émission. Troisième partie, vous avez beaucoup d'intérêt à l'écouter ce matin. Merci pour tous ces messages qui nous parviennent, on les lira au fur et à mesure. Mais une petite parenthèse avant de revenir sur les questions d'actualité, des questions d'histoire de l'Afrique volée, violée, pillée et prise en otage, l'Afrique trompée et même humiliée. On en parle dans un instant, mais docteur, mais avant, il y a une actualité qui est aussi intéressante. C'est donc la publication du nouveau livre de Jean-Emmanuel Pondy. Le livre, c'est Nelson Mandela, un exemple pour l'humanité. On parlait de panafricanisme. Voilà donc un monsieur qui a marqué l'histoire de l'humanité. Nelson Mandela, ce livre paraît aux éditions Afrique Éveil. Alors, lorsqu'on entend les éditions Emmanuel Coco, Afrique Éveil, ça veut tout dire. Ça veut tout Afrique simplement. Éveil. C'est une Édition prise de Afrique Éveil. conscience. Une prise de conscience en filigrane qui suscite de la part des lecteurs un certain changement de comportement après avoir lu et surtout en s'inspirant de Nelson Mandela qui reste un modèle de vie, qui reste un exemple pour l'humanité, pour reprendre le titre du livre. Donc tout simplement Afrique Éveil. Et lorsqu'on revient sur celui qui a écrit, qui a commis l'œuvre, l'intelligence y en est plus à démontrer sur le plan international. Donc c'est un livre qui a plein d'intérêt, qui sera dédicacé, mais moi je suis un peu étonné par le prix, 5 000 pour un travail de recherche. Je peux y deviner un travail de recherche. 5 000 francs. Vraiment, 5 000 francs. même pas un casier de bière. Même pas un casier de bière, c'est 5 000 francs. Et la dédicace, donc, c'est ce jeudi 14 août à 17h à l'hôtel Sawa à Douala. Vraiment, tout le monde devrait y être. Faut être là. Vous y serez vous-même, Guy Parfait Songhai? Je serai là puisqu'effectivement, c'est le professeur Pondy m'a demandé d'être là déjà à la fois pour la communication autour de cette affaire. Vous savez que Jean-Emmanuel Pondy a dirigé un ouvrage collectif dans lequel Onangini et moi avons eu à travailler, repenser le développement à partir de l'Afrique. Vous voyez que c'est une trajectoire qu'il ne quitte pas, c'est celle de la valorisation du potentiel africain, des intellectuels africains, des ressources africaines. Aujourd'hui, il a écrit Nelson Mandela, un exemple pour l'humanité. Je précise que les anglophones n'ont pas été lésés puisque la version anglaise, Nelson Mandela, an example for humanity, qui est aussi disponible. Je voulais dire pour ceux qui pourront être là que de toute manière la salle prend 400 places, donc il y aura de l'espace. Donc en plus l'entrée est gratuite et libre, que ce soit les universitaires, que ce soit les non-universitaires. Venez, n'est-ce pas, rencontrer le professeur Jean-Emmanuel Pondy. Je serai certainement dans la cérémonie de dédicace comme acteur et venez vous enquérir de cet homme exceptionnel qu'a été Nelson Mandela, qui a réussi à retourner la planète tout entière à travers ce qu'aujourd'hui les politologues appellent le mandélisme, cette volonté extraordinaire de pouvoir pardonner ses bourreaux et d'accepter la négociation même dans des situations extrêmes. Cette volonté qui a été l'élément marquant le plus impressionnant de la politique de Mandela. Apprendre, et ça c'est quelque chose qu'on a appris à lui, apprendre à mieux connaître l'ennemi pour mieux négocier avec lui. On n'avait jamais vu quelqu'un pratiquer la politique de cette façon. Le mandélisme. Le mandélisme. Mais moi, je suis content du fait que de plus en plus la pensée soit libérée, parce qu'avant les pensées étaient un peu éloignées du peuple. Bon, et ça confirmait la date selon lequel lorsqu'on veut cacher quelque chose africain, on met dans un livre et ils ne liront pas. Maintenant, de plus en plus, nos intelligences commettent des livres à la portée de tout le monde. En lisant, je crois que la prise de conscience commence aussi par là. Ah, justement. Allez, réaction de nos auditeurs par message. Bonjour Radio Balafon. Merci au Dr Guy Parfait Songhai. Sacré matin, sacré Radio Balafon, sacré Dr Guy Parfait Songhai. C'est Papa JP qui nous envoie ce message. Message reçu également. Bonjour, notre pays a une armée de l'air, une armée marine, une armée de terre, des forêts et la question qu'on se pose jusqu'ici, comment est-ce que
comment est-ce que ces terroristes parviennent à entrer dans notre pays? On n'arrive toujours pas à répondre à cette question. Marcel qui pose la question au docteur Iba Fessonga. Il faut savoir qu'on a affaire à une forme d'agression qui est assez difficile à gérer sur le plan militaire et sécuritaire. Cette forme d'agression est relative au fait que nous ne sommes pas dans une guerre symétrique, on est dans une guerre asymétrique. Ce n'est pas une armée qui affronte une autre armée. C'est une armée qui affronte des individus qui savent se fondre dans la foule, dans la masse, et depuis le fait qu'ils soient dans la masse, ils commettent des actes désastreux. La question du terrorisme ne se fait pas ex nihilo. Quand on va regarder l'historique de la question du terrorisme, il faut savoir que le terrorisme a toujours été causé par la misère, les frustrations, des humiliations accumulées par un certain nombre de peuples. Je vous ai dit que mais pourtant, en Libye, il n'y a pas de misère. On a quand même réussi à soulever les gens de Benghazi pour aller, qui ont servi de prétexte à attaquer toute la Libye. Aujourd'hui, qui est devenu un pays en pièces détachées, en morceaux, en lambeaux. La Libye est finie, c'est plus un pays, ça. J'ai suivi un documentaire pour un monsieur comme Chevènement qui a été ministre de la Défense, qui a été ministre de l'Intérieur, qui se permettent de dire en France, nous avons détruit la Libye. C'est un Français. C'est un Français qui a occupé de hautes responsabilités. Nous avons détruit la Libye. Les États-Unis ont détruit l'Irak. Voilà. Oh, vous savez, l'une des choses qui est assez étonnante en matière de relations internationales, particulièrement dans le comportement de la France vis-à-vis d'un certain nombre de ses partenaires, ou des États-Unis vis-à-vis d'un certain nombre de ses partenaires, c'est le fait que ces personnes aient des capacités de volte-face incroyables. Lorsqu'on parle de l'Irak, on parle de qui? On parle des amis qu'ils ont eu comme stratège à un moment. Ils ont eu Saddam Hussein comme stratège, comme ami. Ils ont eu Kadhafi comme stratège, comme ami. Oui. Ce sont des amis. Financer la campagne. Il se trouve que, et c'est la même chose aujourd'hui parce que on en profite pour élargir la question pour ce qui se passe en Syrie. Il se trouve que, en fonction des intérêts économiques, géopolitiques ou géostratégiques, on décide d'abattre quelqu'un. C'est ça la règle. C'est de la même manière que, en fonction des intérêts de la France en Côte d'Ivoire, on a décidé d'abattre Gbagbo. C'est de la même manière que dans certains autres pays africains, on a décidé. C'est comme ça que ça marche. Au Gabon, je prends l'exemple d'Ali Bongo qui est au pouvoir actuellement. Quand il a refusé d'envoyer l'argent comme ça se faisait, on lui a dit qu'il était 3e aux élections. Voilà, justement, et le documentaire a été publié. Justement, c'est ça. Dès le moment quand il a voulu lever un peu la tête, est-ce que tu sais que tu n'as pas gagné l'élection? Tu étais 3e. C'est nous qui t'avons fait premier. Lorsqu'il a voulu faire le têtu, on lui a dit tu étais 3e. Et ça a créé un soulèvement dans son pays. Hein. On a failli se révolter contre lui rapidement. Il a maîtrisé la situation. Mais ce sont des bandits. Il faut dire les choses de façon simple pour que les populations, même celui qui a juste fait la cile, qu'ils comprennent. On a affaire à des bandits qui dirigent le monde, qui sont là pour défendre leurs intérêts en fonction des calculs qu'ils font, des évaluations qu'ils font. Ils décident qui doit tomber ou qui doit se redresser. Qui a ramené le Congolais, qui a Sassou C'est la France. C'est la France. Shell finance son coup d'État tranquillement. Dès que Sassou reprend le pouvoir, il dit que non, ça ne peut pas se passer comme ça. On commence à lui dire que toi-même, tu sais que c'est nous qui t'avons financé. Tu ne pouvais pas. Ben oui. Est-ce que vous savez le nombre de coups d'État que la France a organisé en Afrique? Bon, moi, je n'ai rien contre la France pour la simple raison que... On parle de 42 coups d'État. Quand je parle des coups d'État organisés par la France, je ne parle pas du peuple français. Je parle des gouvernants. C'est une poignée d'individus, au maximum une centaine. Il faut faire le distinguo. Justement, il faut dire, docteur, qu'on n'a pas un problème avec les Français. Non, avec la politique française en Afrique. Politique française en Afrique, dont les gouvernants français. Certains, oui. Parce que les Français sont nos amis. Non, on a des amis français. Eux-mêmes, les citoyens français ne comprennent rien à ce qui se passe. Ils sont même nombreux à dénoncer. Quand ils sont au courant. Parce que beaucoup de personnes ne savent pas, parce qu'il faut rentrer dans l'histoire que l'UPC a été financé par le communisme français. Les communistes français ont financé l'UPC parce qu'ils avaient compris qu'il fallait absolument contrer cette volonté. De Gaulle était quelqu'un d'un cynisme terrible. Il avait une vision politique. Vous savez, il faut connaître les vraies histoires, pas celles qu'on balance dans les manipulations de masse. De Gaulle était quelqu'un qui avait une vision très autoritaire du pouvoir, mais il n'était pas capable d'affronter dans l'espace public son mode de penser, sa façon de penser. Alors il avait Jacques Foccart, qui était le cynisme même incarné,
qui était l'élément principal qui orchestrait cette manipulation. On est en train de parler d'un pays comme le Cameroun où le terrorisme est subitement organisé pour déstabiliser la nation, où il y a seulement quelques décennies, il y avait des endroits où il était écrit interdit aux chiens et aux noirs. C'était notre rang pour la colonisation française. On était équivalent aux chiens. Donc il y avait des endroits où, je vous dis, c'était écrit interdit aux chiens et aux noirs. Un pays dans lequel, pendant des décennies, si le blanc passe, il traverse sa route. Vous oubliez d'enlever le chapeau. Il instruit de vous fesser. Un pays dans lequel il était interdit de parler sa langue maternelle à l'école. Parce que si tu parles la langue maternelle, soit on te fouette pour avoir parlé ta langue maternelle, soit tu portes la médaille de la honte. Tu dois avoir honte d'avoir parlé le Tchang, le Mbouda, le Bakoko, le Bassa, le Douala. Un pays dans lequel on a pendant longtemps veillé assidûment à ce que les gens ne sachent rien de leur histoire. On leur a appris que Dieu était blanc. Mais c'est normal, si Dieu est blanc et que le blanc te parle, c'est Dieu qui te parle à travers le blanc. Une catastrophe. Oh, il faudrait que j'exemplifie parce que j'ai fait cette démonstration devant des curés et des évêques. Je n'ai pas vu un oser faire dire le contraire. Rentrons dans la Bible. Je voudrais dire ça parce que vraiment on a le privilège d'en parler aujourd'hui. Lorsque vous prenez Noé, je ne vais pas partir avant. Je vous fais visualiser l'arbre généalogique. Vous prenez Noé. Les enfants de Noé s'appellent Cham, Sem et Seth. On est dans la Bible. Oui. On a Cham, Sem et Seth. Cham a la malédiction, d'après la Bible. Et tous les enfants doivent devenir noirs. La descendance de Cham, c'est Misraïm, c'est l'Égypte. Cush, qui est l'Éthiopie, le pays de Cush. Canaan, qui est le Moyen-Orient. Et Put, qui est l'Arabie nègre. Marie. Regardez bien la Bible. Marie est une Cananéenne. L'endroit où Jésus fait le premier miracle, d'après la Bible, c'est à Canaan. Sa mère l'a amené dans sa famille. Marie, qui est la descendante d'un homme qui est noir, pourrait-elle être blanche? Non. Maintenant, le premier mensonge n'est même pas là où je l'ai montré, c'est bien avant. Il n'y a pas de blanc qui s'appelle Seth. D'un point de vue de la biologie, il est inconcevable qu'on puisse dire qu'un homme est blanc, son enfant immédiat est un noir. Ça veut dire que Noé était un noir. Oui. Maintenant, je vais aller plus loin pour que les uns et les autres se rendent compte de la gravité du mensonge. L'être humain est sur Terre depuis 10 millions d'années. Toutes les disciplines confondues démontrent que le phénotype blanc n'existe que depuis 40 000 ans. Oui. Comment Adam et Ève pouvaient être blancs? Voilà, justement. C'est quelque chose élémentaire que je pose. Élémentaire. Notre boîte à messages est saturée. Je vais libérer beaucoup de messages. Sans vous dire bonjour, le balafon est un instrument de communication qui informe, alerte, rassemble, prévient, critique, puis encore dénonce que la nouvelle soit bonne ou mauvaise et la relève. Cyril, tu as bien choisi le nom de ta radio. Cédric Ladzou de Bépanda qui nous envoie le message. Il y a beaucoup de questions qui ont été posées par les auditeurs pour Dr Guy Parfait Songuin. Voilà. Nous allons y arriver. Il y a des messages qui arrivent qui sont entrecoupés. Ça nous paraît difficile de les lire. Bonjour à vous tous, les balaphonistes. Un grand merci pour nous avoir rappelé cet accord secret et qui nous font tous souffrir jusqu'à maintenant. Il y a à ces pilleurs. Cyril, après 10 mois passés à la tête de l'exécutif municipal de Douala 4, bon, le message n'est pas arrivé. Autre message. Bonjour docteur, s'il vous plaît, pouvez-vous nous renseigner sur les plastiques biodégradables? Est-ce vrai que le Cameroun ne peut pas en produire? Merci de nous citer quelques pays productrices de ces plastiques biodégradables. Ça doit être peut-être un commerçant qui veut en savoir, peut-être pour importer, docteur. En fait, je voulais dire quelque chose qui me scandalise et m'embête sérieusement, c'est que lorsque on gouverne, en matière de politique, gouverner va avec la capacité à anticiper. Ça s'appelle la fonction responsive de l'État, responsive ou réactive. C'est-à-dire que l'État a comme, je suis dans l'approche fonctionnaliste de l'État, l'État a comme responsabilité, parmi les 4 responsabilités connues, la fonction responsive ou réactive, où il doit anticiper sur les frustrations et les besoins des populations. Il a la fonction distributive, c'est pourquoi il peut distribuer les budget, les salaires, etc. Il y a la fonction extractive, c'est pourquoi il y a les taxes et les impôts. Et il y a la fonction responsive sur laquelle je voulais insister. La question principielle qui pourrait me mettre principale sur la question du biodégradable est de savoir quelles sont les mesures opérationnelles qui ont été prises pour enlever du marché les plastiques non biodégradables.
À partir du moment où on se retrouve dans ce genre de situation insolite, où vous dépensez 10, 15 000 dans un supermarché, et qu'on vous dise qu'il n'y a pas le plastique, l'emballage, et que vous vous rendiez compte, quand vous avez dépensé 15, 20 000 dans une boulangerie, on vous dit que où est-ce que vous pouvez acheter le plastique? Il y a quelque chose là-dedans qui relève du non-sens programmatique dans la responsabilité de l'État. Je vous ai dit que vraiment... Et là, c'est donc le fonctionnement du gouvernement. C'est ça le vrai problème. Alors, docteur, une question d'un auditeur. Est-ce que aujourd'hui, le Cameroun ne peut pas se défaire de ces accords qui lient le Cameroun à ses puissances? Fait table rase. Vraiment, pour que le Cameroun... Qu'adviendra-t-il à Paul Biya si aujourd'hui il décide vraiment de mettre un thème à ces accords? Pour que le Cameroun se défasse des accords de partenariat, il faudrait que Paul Biya ait un soutien populaire important. Donc il faut que le peuple soit derrière Paul Biya. Il faut que le peuple soit derrière lui d'un point de vue stratégique. C'est de la même manière que le peuple devrait se liguer ainsi pour l'obliger d'une certaine façon à bousculer un peu plus son gouvernement qui est constitué pour beaucoup de gars qui sont des bandits. Il y a dans ce gouvernement des bandits. Je n'arrive pas à trouver un mot plus gentil. Je n'ai pas besoin d'être opposant pour faire une lecture froide. Mais aussi, docteur, il y a pour déstabiliser un pays comme le Cameroun et pour mettre le peuple à mal, très souvent on utilise les compatriotes. Oui, c'est très normal. Parce que la fondation depuis laquelle le Cameroun est né est une fondation qui structure tout sauf le patriotisme. On a mis dans la tête des Camerounais qui ne valaient rien. On leur a mis dans la tête que de toute façon leur culture ne vaut rien. Encore que ça c'est absolument faux. La fondation de toute la planète est chez nous en Afrique et c'est leur culture qui est une culture dérivée. Nous on a la version originale. Même sur le plan de l'espèce, de la dimension phénotypique. Nous avons la mélanine. La mélanine rend... Ça, ce n'est pas une utopie, hein? C'est scientifiquement prouvé. Le noir est beaucoup plus résistant à un certain nombre d'éléments naturels et peut voir plus longtemps que le blanc à cause de la mélanine. Parce que la mélanine est un élément qui contribue à renforcer non seulement la peau, à renforcer la vue, à renforcer la résistance à la pression de toute forme et à renforcer la santé. Il n'y a pas beaucoup d'études là-dessus et pourtant il en existe quand même. Justement, Dr Guy Parfait Songhai, quel est donc le rôle de l'Union africaine puisque tous les pays africains ne peuvent pas être ainsi pris en otage par une poignée de puissances dites occidentales ou de grandes puissances? Pourquoi l'Union africaine ne fait pas bloc, ne prend pas en main le destin de l'Afrique? À quoi sert l'Union africaine et pourquoi il n'y a pas de solidarité entre les présidents africains et les peuples africains? Monsieur Bojiko, vous avez vu que quand vous avez parlé de l'Union africaine, j'ai soupiré. Vous m'avez vidé. L'Union africaine est financée à 65% par l'Union européenne. Comment ça, docteur? Je suis un analyste politique, j'ai fait des travaux là-dessus. Oui, je fais un travail là-dessus. Donc ça veut dire l'Union africaine, c'est une branche de l'Union européenne. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, pour que les gens voient. L'Union africaine a ce qu'on appelle le président de la Commission européenne, de la Commission africaine, il n'a aucun pouvoir. Jean Ping a été là-bas, il est allé jusqu'à dénoncer cette affaire. Pourquoi il n'a aucun pouvoir? Ceux qui ont les pouvoirs, c'est les chefs d'État. Chefs d'État qui sont sous la botte des chefs d'État européens et des organisations internationales. Okay. Il faut que vous travailliez sur le fond. Je vais vous donner, parce que tout ce que je dis là, ce n'est pas le pessimisme. Je suis un clinicien. Vous savez, comme tout clinicien, quand on veut traiter une pathologie, il faut l'identifier de façon formelle. J'insiste à ce que les populations prennent conscience de la gravité de la situation pour qu'elles comprennent qu'il y a quelque chose à faire. Ce n'est pas que on va continuer à fabriquer des... Par exemple, on a nos écoles qui fabriquent les répétiteurs. Beaucoup d'enseignants d'université même sont des répétiteurs. Des individus incapables de contextualiser les savoirs, de contextualiser la science, de contextualiser la connaissance de façon à produire un savoir endogène. Lorsque vous avez un système qui fabrique des répétiteurs, vous allez produire quoi? L'éducation est l'arme la plus puissante en matière de révolution. C'est l'arme la plus puissante en matière de développement. Si un pays s'attaque à toutes les formes d'émergence, dès que vous êtes brillant, on commence à vous trouver suspect. Le Cameroun fait de tous ses héros des héros. Et tous les enfants brillants doivent... Moi, par exemple, parce que bon, on ne peut pas s'en cacher. Moi, j'ai échoué à tous leurs examens théoriques initiaux. Parce qu'ils ont des examens théoriques initiaux non déclarés. Je n'ai aucun parrain. Je suis dans aucun clan, je suis dans aucune secte, j'ai même commis l'erreur d'être dans aucun parti politique. Bon, l'examen 0, et qui, bon, il n'est pas indispensable, je ne suis pas bêtis. Donc, j'ai examiné, sur les 5 examens principiels, les 4 les plus importants, j'ai échoué. Résultat, je n'ai pas le droit d'exister. Le problème est que vous avez la franc-maçonnerie
qui s'est implanté depuis l'Occident, encore que quand on veut fouiller, on n'a pas le temps aujourd'hui. C'est nous qui avons créé les sectes. Ils nous ont volé nos sectes. Ils ont déformé ça, ils ont transformé, ils nous revendent notre propre chose. Parce que c'est nous qui sommes les premiers États au monde. C'est nous qui avons dirigé le monde. C'est le plus long règne de l'histoire de l'humanité, le règne du continent africain. Ils ont détruit l'Afrique entre 1500 et 500 ans avant Jésus-Christ à travers plusieurs conquêtes, etc. Ils ont détruit la bibliothèque d'Alexandrie, qui était la plus grande au monde. Il y avait plus de 400 000, ce n'est pas dit 400, plus de 400 000 documents qui ont été brûlés. À Alexandrie, en Égypte. Oui. Donc, c'est nous qui avons créé toutes ces choses. Maintenant, vous avez les éléments comme la franc-maçonnerie et quelques autres sectes qui sont créés en Occident pour le pouvoir en Occident et qui viennent servir ici pour nous faire perdre notre pouvoir et leur en donner encore plus. Vous avez le fait, et ça c'est très important qu'on revienne là-dessus, que les indépendances ont été faites prioritairement pour permettre à ceux qui ne voulaient pas l'indépendance vraie de prendre le pouvoir. Je ne veux pas être méchant, c'est que l'histoire est têtue. Ahidjo a été choisi par les réseaux Foucault. Et je précise maintenant le contexte. Lorsqu'on choisit Ahidjo, les réseaux Foucault disent ceci: puisqu'ils veulent l'indépendance, on va leur donner des gouverneurs noirs. Il faut dire que les réseaux Foucault, c'est les réseaux de M. Jacques Foucault, Jacques le monsieur Afrique de De Gaulle. De De Gaulle. Les réseaux Foucault disent on va leur donner des gouverneurs noirs. En remplacement à quoi? Aux gouverneurs blancs qui étaient là. Donc en fait, nos présidents étaient des gouverneurs noirs. D'un point de vue principiel, il faut comprendre ça. Deuxième chose qu'ils disent, qui fait que notre premier ministre André-Marie Bida a été botté dehors après toutes les intimidations. Alors pourquoi il a été botté dehors, André-Marie Bida? Racontez-nous l'histoire. Parce qu'on lui a dit on va vous donner une certaine indépendance. Il a dit que je ne comprends pas ce que vous appelez certaine indépendance. C'est l'indépendance ou pas. Voilà. Ils ont torturé Mbida pendant 1 an qu'il était premier ministre. Il a souffert, vous ne pouvez pas imaginer. Jusqu'à ce qu'il soit obligé d'être exilé. Ah bon? On choisit de ne pas enseigner ces choses. Et la résistance n'a pas commencé maintenant. Lorsqu'ils dissolvent l'UPC, ils font croire subitement que c'est un parti de Bassa. Tous les Bamileke qui sont morts là, c'était le Bassa. C'était le parti des Bamileke. Les Bétis qui sont morts là. Qu'est-ce qu'on a encore raconté? Des villages entiers ont été rasés à l'ouest. Ici à Douala. Les OCD Afana et autres, Oui. là, les Wandji. Ici à Douala. Les enfants Sawa ne savent pas qu'ici à Douala, le 24 avril 1960, 2000 personnes ont été tuées à cause du 2000 personnes. Un bombardement ici à Congo. C'est un génocide? Un bombardement? Oui. L'hélicoptère est monté, il a lâché la bombe. On les a confinés. On a brûlé 2000 personnes. 2000 personnes. Donc il y a un certain nombre de choses. Pourquoi on n'enseigne pas ça? On n'enseigne pas ça parce que les accords, les mêmes accords de partenariat dont j'ai parlé. Qui avait bombardé? Les Français. Et pourquoi? Pour tuer directement les militants qui réclamaient l'indépendance. Voilà. Je vais continuer. On n'enseigne pas ça parce que les mêmes accords dont j'ai parlé, il y a la version éducation. Vous savez, lorsque vous avez un certain niveau de connaissance, c'est une douleur. Oui, justement. C'est une douleur. Les mêmes accords sont tels que le système français décide de ce que nous, on doit suivre comme trajectoire. À l'école. On nous enseigne les histoires de Napoléon. Napoléon, c'est ton grand-père. Non. Je ne comprends pas ce genre d'histoire. Aucun peuple dans l'histoire de l'humanité, même Machiavel, qui a écrit Le Prince, oui, qui est le premier livre de référence en sciences politiques, parce que c'est lui qui a refondé, réorienté la science politique, dit aucun peuple ne s'est jamais développé sans être libre de l'intérieur. Aucun peuple ne s'est jamais épanoui sans être élu. C'est comme si, je vais le dire autrement pour nous qui comprenons le langage africain, c'est comme si un arbre veut pousser et devenir solide depuis les racines d'un autre. Non. Ce n'est pas possible. Non. J'ai été effrayé lorsque j'ai parlé la première fois dans l'espace public des accords de partenariat dans une chaîne télévision ici, de voir combien certains collègues sont aveugles sur cette affaire. Ils disent, oh vraiment, docteur Songa, ce que vous dites là, ça c'est un vieux sujet, on connaît les accords. Ils ont lu ça, moi j'ai lu. Ils parlent d'une affaire qu'ils ne connaissent pas. De deux, ils disent que non, c'est pas grave, si on change on diversifie le partenariat, les accords vont tomber d'eux-mêmes. Moi, ils n'ont rien compris. Ils ne comprennent même pas le niveau de verrouillage que les accords ont structuré sur le plan de l'éducation, sur le plan économique, sur le plan militaire, dans la majeure partie de ces pays. Et ils disent que non, si on s'en va voir les autres partenaires. Je prends des cas comme le Tchad, la Côte d'Ivoire, le Gabon, où les accords secrets donnent l'exclusivité à la France. Quand le Gabon, le Tchad, ou bien la Côte d'Ivoire décide de faire le partenariat à la Chine, c'est une violation directe des accords.
Oui. Donc la France va déjà dire que non, vous avez violé l'accord. Et Bozizé a eu ça. Oui. En confiant son sous-sol aux Chinois. On lui a dit, tu vas voir. Dès le moment où vous n'arrivez pas à attaquer la dimension fondationnelle de ce sous-développement qui a été structuré, pensé par l'organisation de De Gaulle, par la vision politique et cynique de De Gaulle, vous n'attaquez pas la question centrale. C'est comme, je le vois souvent même dans les colloques, on annonce un sujet, vous vous écartez, les gens disent qu'on va abattre l'arbre s'il dérange, vous vous écartez, vous les regardez, ils coupent les feuilles et ils sont très contents. Mais l'arbre va te regarder. Ça va même repousser. L'arbre va te regarder. Donc c'est tout ce que tu as coupé, les feuilles. Non mais ça va pousser la semaine prochaine. C'est comme ça qu'on attaque les sujets dans ce pays. On a toujours tendance à faire comme si un arbre pousse par les feuilles. Non, il y a des problèmes de fond. Mais docteur, moi on accuse aussi les intellectuels africains, camerounais, de ne pas suffisamment éclairer la lanterne de l'opinion. Comme ça, on est content de les avoir avant. On est content de les avoir. Ce que vous appelez intellectuels camerounais, première chose que je vais dire, et j'insiste là-dessus désormais, que les Camerounais sachent que pour être intellectuel, on n'a même pas besoin du bac. Un intellectuel est un individu capable d'analyser une situation et de proposer des solutions, de faire des critiques objectives. On n'a pas besoin du bac pour être un intellectuel. Ce qu'eux, ils appellent intellectuels, globalement, c'est ce qu'on appellerait des clercs, c'est-à-dire des individus qui, n'est-ce pas, comme mon valeureux ministre Jacques Famin-Dogo, qui avait dit, nous tous on a suivi, qu'il est la créature de Paul Biya. Paul Biya. Faut dire. C'est-à-dire un individu qui se sert de ses positions universitaires pour légitimer la bêtise. On appelle ça un clerc, C-L-E-R-C. Nous avons beaucoup de clercs dans l'espace public camerounais. Maintenant, je vais rentrer dans les dimensions fondationnelles un peu plus structurées. Il se trouve que les formations que ces gens ont reçues font qu'ils ne peuvent pas faire autre chose. On ne leur a pas appris. Non, ils n'ont pas reçu une formation. Il n'y a pas de complétude dans leur formation. Premièrement, il y a des erreurs importantes. Et ceux qui sont sérieux peuvent comprendre de quoi je parle. Le fait d'avoir formé des politologues qui n'ont aucune base philosophique. Je commence par des qui n'ont pas appris l'épistémologie. Ils ne sont pas capables. L'épistémologie est la science qui prend la science pour objet. Et donc, ils ne sont pas capables de questionner les contenus formationnels, de questionner les bases de ce qu'ils doivent faire. De fait d'avoir, et ça j'ajoute cet élément, d'avoir formé des spécialistes en sciences sociales qui n'ont aucune connaissance des mondes anciens. Aucune. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas qu'avant le système occidental, il y a eu d'autres systèmes. Ils ne savent pas que les Occidentaux se sont fondés à 100% sur nos systèmes pour fonder leur société. Et d'ailleurs, à 100% en oubliant les fondations. Il faut être lucide et prendre conscience du fait que Pythagore n'a jamais créé de théorème. Le théorème de Pythagore, quel théorème? On voit ça dans les papyrus qui sont datés de 3500 ans avant Jésus-Christ. Il n'a rien créé. Thalès a été formé chez nous. Solon, qui est la base de la démocratie, a été formé par Parménès et Sonkis, qui sont des maîtres noirs. Les Égyptiens étaient les plus noirs à l'époque. Ah oui, justement. Diodore et tous les autres font les témoignages. Les mathématiques existaient en Afrique, tenez-vous bien, 75 000 ans avant Jésus-Christ. On a trouvé des syllabes, oui, à Bomblos, en Afrique du Sud, datés au carbone 14, 75 000 ans avant Jésus-Christ. C'est nous qui avons créé les mathématiques, c'est nous qui avons créé la physique, c'est nous qui avons créé la médecine, c'est nous qui avons créé l'architecture, c'est nous qui avons créé même le monothéisme. Le pharaon Akhenatona, Aton, qui veut dire celui qui adore Dieu, dont le nom originel est Amenhotep IV. Oui, on peut l'appeler comme ça, Amenhotep IV, parce qu'il a un deuxième nom. C'est lui qui est le premier à avoir compris qu'il y a un seul Dieu qu'on ne représente pas. Et comme les Blancs ne connaissent pas nos langues, ils ont commencé à lire ça en disant qu'il adore le soleil. Non, il n'adorait pas le soleil, il voyait la rotondité du soleil comme étant une représentation de l'énergie de Dieu. Il est le tout premier à avoir fait une révolution religieuse. Jésus, dont on parle là, Issa, Yoshua, Yehoshua, Jesus, jusqu'à Jésus. Encore qu'il faut aller remonter, Ker Secheta, parce que l'origine du Christ c'est ça, Ker Secheta, en égyptien ancien. Quand vous rendez Christo, dans nos langues, Jésus s'est annoncé d'abord en Égypte, plus de 3000 ans avant. Il a dit à un prophète qui viendrait et il a demandé de le représenter comme c'est. Parce que quand ils nous mentent beaucoup, ils ont oublié d'effacer les mensonges dans la Bible. Allez lire l'Apocalypse de Jean. Jésus était noir dans l'Apocalypse de Jean. Pourquoi? Il est décrit comme ayant des pieds et des bras comme du bronze poli. Quelle est la couleur de peau qui ressemble au bronze poli? La peau noire. Mais c'est dans la Bible. Hein.
Mais les gens ont interprété. Ils ne comprennent pas que David était un noir. Salomon était un noir. Isaac était un noir. Moïse était un noir. Moshe, pour Mozoka, Moshe, sauvé des eaux, était un initié, était un général. L'Égypte qui était un peuple réputé vivre de l'intérêt. Vous pensez qu'un blanc pouvait grandir dans la cour du roi? On se demande que celui-ci, c'était un noir. En même temps que Moshe, ça veut dire en Bamileke, l'enfant de l'eau. Hein. Ah, je voulais dire, parce que vous êtes en train... Moshe, d'accord. oui. Non, je voulais, parce que vous venez de dire quelque chose de très important. Oui, ça veut dire l'enfant de l'eau, Moshe. Ok. Beaucoup de Bamileke ne savent pas qui sont les cousins, les descendants. Il y a des Bamileke qui sont des descendants des Bassa et des Tika. Parce que je ne comprends pas comment on a réussi à coller ce genre de mensonges dans tout un pays. Les gens avalent ça. Mais c'est pas politique aussi. Voilà. Mais c'est parce qu'il était extrêmement important de ne pas laisser les gens avec leur fondation. Justement. Mais nous avons été détruits depuis longtemps, Guy Parfait Songhai. Ça s'est enfoncé à travers le congrès de Berlin 1884-1885 où ils ont décidé de partitionner l'Afrique en fonction de leurs intérêts économiques à eux. Ce qui fait que Bojiko est quelque part dans une ville avec son frère, même père, même mère. On coupe l'endroit là, son frère devient nigérian, lui il est camerounais. Les enfants viennent 200 ans après et ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et on pourrait donc comprendre que finalement, on ne peut pas compter sur l'Union africaine pour nous sortir de là. Il s'agit donc à chacun de prendre son autodétermination. J'ai une astuce, j'ai quelque chose à dire. Je vais parler vraiment comme un vieil africain. J'ai demandé un jour à Kangai Wane parce qu'il parlait. J'étais déjà docteur, ça fait 6 ans. Je dis à Kangai, bon, professeur, vraiment, tout ce que vous dites là est bien, mais moi, je ne vois pas en quoi c'est opérationnel, comment ça fonctionne. Il me dit, docteur Songhai, ça fait des années qu'on vous suit, hein. Vous savez qu'on compte sur vous. Je dis oui. Il dit bien, si un arbre pose problème dans un village, on n'a pas de tronçonneuse, on n'a pas de hache, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, bon, je ne sais pas, professeur. Il dit, si c'est le chef du village qui a établi, encore qu'il faut dire roi. C'est les gens qui sont venus nous appeler les chefs de village. On avait des rois. Bon, je passe. Et c'est le chef de village qui a établi qu'il y a un problème à l'arbre là. Il envoie son dernier enfant qui marche, qui a peut-être 5 ou 6 ans, verser le charbon à Adam tous les jours, matin et soir, à la base de l'arbre. 1. Tous les villageois ne vont pas se rendre compte que l'enfant là est dangereux pour l'arbre. 2. L'arbre ne sait pas que le charbon à Adam est un ennemi. Peut-être après 1 ou 2 ans, l'enfant fait ça tous les jours. Il y aura une forte pluie, l'arbre va tomber. Les gens vont dire que oh, la pluie a été forte. Le chef saura que c'est le charbon que l'enfant verse là patiemment. Quelle métaphore. Ça, c'est une sagesse africaine. Tant que nous continuons à former les populations à comprendre ce qui se passe, on va fabriquer ce que j'appelle une masse critique de révolutionnaires, capable d'exiger de façon cohérente, structurée et structurante ce changement. Et on l'obtiendra. Et qui doit faire ça? Nous sommes déjà au travail. Est-ce que c'est les affaires des autres? Nous sommes nés. Notre génération est née. Vous croyez que les Onangini sont nés par hasard? Les Ateba est né, le feu Ateba est né. Non. Cette génération est là parce qu'il y a un travail à faire. Ce n'est pas le jeu. Et moi, particulièrement, je ne fais que m'échauffer. J'arrive, pour ceux qui croient que ce n'est pas encore ça. Il s'échauffe encore. Donc, on va parler dans ce pays de façon à ce que certaines personnes en perdent le sommeil. Ils restent comme ça, ils se rendent compte. Et je le dis aujourd'hui, bienvenue dans le monde réel. Beaucoup n'y sont pas encore. Ah bon? Ils sont dans une illusion de réalité. Parce que les mensonges sont tellement cuits qu'ils sont totalement éloignés de la réalité. Et les médias doivent contribuer à cela, n'est-ce pas, docteur? Bien sûr, c'est le travail des médias. Premier travail, formation. Deuxième travail, construction de l'opinion publique. Troisième travail, choix des thèmes du débat public. Quatrième dimension des médias, choix des acteurs du débat public. Cinquième dimension, ce sont des relais d'influence. Quand la France veut organiser une opération, les États-Unis, on envoie les médias pour légitimer le banditisme qu'ils vont opérer. Ça s'est fait sur la Libye, ça s'est fait sur l'Irak, ça s'est fait sur la Côte d'Ivoire. Mais c'est terrible, docteur. Ce sont des relais d'influence. Lorsqu'on voit comment notre espace est envahi par des confrères et que nous, on a de la peine à se mouvoir, à atteindre Yaoundé ou pour atteindre Garoua, on vous demande de passer par une paperasse qu'on ne vous donne pas toujours. C'est extrêmement compliqué. Mais comment comprendre ça alors que nous devons également participer au débat public et construire une conscience nationale? Il faudrait que les Camerounais entrent dans une logique, c'est celle qui veut qu'un arbre ne pousse pas en un jour. Il faut qu'on cesse de souffrir de ce que j'appellerais le syndrome de la satisfaction instantanée. Il faut qu'on accepte de bosser dur pour ce pays. Il y a un prix à payer pour avoir l'indépendance. Mandela a fait 25 ans en prison. Temps qu'il devienne président. Et pendant les 25 ans, il travaillait. Hein? Il travaille et d'autres travaillent. Avant lui, d'autres ont travaillé. Après lui, d'autres travailleront. Et ça, c'est un cas simple qu'on peut vérifier. Pour que Barack Junior Hussein Obama
devienne président, il a fallu que des gens se battent plus de 50 ans avant et pendant, jusqu'à créer les conditions qui permettraient à un noir de devenir candidat à l'élection présidentielle et qui a permis à un génie qui est Barack Obama de devenir président. Ce pays va être libéré de toutes les pesanteurs souterraines qui le marquent, libéré de toutes les bêtises qui le marquent. Mais il faudrait que les gens acceptent d'apprendre leurs leçons et de les mettre en pratique. La foi sans les œuvres est vaine. Et l'histoire du Cameroun doit être apprise à tous les enfants. Je suis en train de travailler à mon petit niveau pour contribuer, parce qu'il existe plein de travaux qui ne sont pas publiés. Il y a des gens qui ont écrit, ils sont très nombreux, sur l'histoire de ce pays. Et on ne communique pas, on ne met pas ça dans les programmes à l'école. Que les enfants commencent... Pourquoi on ne met pas ça dans les programmes à l'école? Parce que mettre ça dans les programmes, l'école fabrique de vrais citoyens. Dès que vous fabriquez de vrais citoyens, ils commencent à se demander que, mais est-ce que ça c'est à sa place? Est-ce que ça c'est comme ça? C'est comme ça. Dès que vous formez bien un individu, il est un intellectuel. Gandhi, oui, c'est Gandhi qui l'a dit. Un individu bien formé est de très loin plus dangereux que quelqu'un qui a une arme à feu. Oui. Il comprend directement le sens parce que les et mots sont plus tranchants. Oui. Parce que les mots sont plus tranchants que l'épée. Voilà. Donc on a compris. Dr Guy Parfait Songhai, vous êtes très nombreux à réagir. Sacré matin. Dr Guy Parfait Songhai, enseignant d'université, connaît la Russie. Oui, je voulais préciser deux choses. D'abord, qui relèvent d'une dimension purement fonctionnelle avec l'apprentissage. Il faudrait que les Camerounais qui s'intéressent à la Russie cessent d'avoir une barrière mentale quant au fait que c'est une langue qu'ils ne connaissent pas. D'abord, parce qu'il est scientifiquement prouvé qu'un enfant peut apprendre plus de 200 langues. C'est l'éducation qu'il reçoit qui réduit son champ de perception et de sensibilité à 2 ou 3 langues. Deuxièmement, il faudrait savoir d'un point de vue de la mécanicité des processus d'apprentissage que lorsque vous dites au cerveau humain de faire quelque chose et que vous insistiez à ce qu'il le fasse, il crée de nouvelles connexions interneuronales qui lui permettent d'accentuer l'apprentissage de la chose. Donc en fait, on peut apprendre le russe pour ceux qui s'y intéressent en 90 jours. La troisième chose que je voulais dire d'un point de vue de la relation politique, géostratégique et même géopolitique par rapport à l'ordre du monde, c'est que la Russie fait partie des pays les plus intéressants aujourd'hui pour ceux qui veulent se désenfermer, se dédogmatiser, se démonastériser, je dirais même se désensorceler du système occidental qui a développé graduellement chez nous le sous-développement. Donc il est très important parce que le BRIC a été créé, le regroupement Brésil, Russie, Inde et Chine, BRICS, puisqu'il y a South Africa, Afrique du Sud, qui a été créé, permet de sentir qu'il y a un nouvel ordre du monde sur lequel il faut s'aligner. Donc il est bien de s'intéresser à ces pays de façon globale. La Chine, la Russie, le Brésil, l'Afrique du Sud, parce que ce sont des pays qui ont réussi, de par leur démarche stratégique et leurs relations internationales, à refonder, à reconfigurer les rapports au monde. Ceux qui veulent un minimum d'indépendance désormais et sortir de ce que nous avons eu à critiquer jusqu'ici, gagnerait à entrer dans un environnement comme celui-là. Voilà, là ils nous ont écrit, j'espère qu'on lira tous ces messages parce que notre stagiaire Gaël Mati n'est pas assez rapide dans la retranscription. Bonjour à vous en studio, je suis une fidèle auditrice de Radio Balafon, je ne suis pas d'accord avec le gouvernement en place dans notre cher et beau pays, mais je dis non à ces mendiants occidentaux. Il faut que nous arrêtions avec nos bords politiques. Soyons un pour tous et tous pour un pour sauvegarder notre État. Merci à tous ces nous vaillants panafricanistes que sont le Dr Guy Parfait Songhai, toi Cyril et tes amis d'Afrique Média sans publicité. Le combat sera long mais la victoire sera africaine. C'est Marie qui envoie le message. Bonjour, juste féliciter le politologue de son intervention et ajouter que l'Afrique gagnerait ainsi à avoir sa propre monnaie pour commencer à asseoir son autonomie et partant se détacher petit à petit des contraintes occidentales. Pense ainsi Mayo Diboma. Dr Guy Parfait Songhai, le Nigeria est aujourd'hui la première puissance économique d'Afrique. Pourtant, le Nigeria n'a pas le franc CFA. Il n'a pas besoin de ce franc CFA qui est un franc paupérisant. Et appauvrissant. Et appauvrissant pour le continent. Puisque la France prélève 66%, pardon. 66, sans compter maintenant toutes les autres formes de détournement. Je vais vous montrer une curiosité. Ça veut dire que si nous avons réussi à tenir jusqu'à ce niveau, avec le peu là, c'est qu'on est quand même fort. C'est parce que l'on est d'une richesse indescriptible. Un continent qui a déjà été pillé pendant 5 siècles, de toutes les façons possibles. Ressources humaines, sol, sous-sol, neutralisation de son autonomie financière, neutralisation de son indépendance, neutralisation de son autodétermination, neutralisation de sa souveraineté.
C'est extraordinaire. Si on fait ça à la France pendant 5 ans, elle va s'effondrer. Il y aura une pauvreté là-bas sans précédent. Je suis sérieux. Oui. En termes de comparaison. C'est parce que, en fait, comme on n'enseigne pas la vraie histoire du continent africain et de la vraie histoire de l'histoire même du monde, beaucoup de gens, j'ai vu, c'est pas une histoire qu'on me raconte, j'ai vu les cartes du 14e et 15e siècle qui montrent que l'Éden, l'Euphrate, le Tigre, Gaza étaient en plein cœur de l'Afrique. Il faut comprendre, parce que c'est pourquoi je ne peux pas être d'accord à un certain nombre de collègues qui attaquent un certain nombre de problèmes en surface, comme si un arbre poussait par les feuilles. Nous sommes dans un univers où il y a une falsification de l'histoire et de la géographie de toute une planète. Si Gaza était en Afrique centrale, un peu à l'est, vous retrouvez Gaza là-bas, au Moyen-Orient. Encore que le Moyen-Orient était en Afrique. Puisque arabe veut dire nègre, africain, noir. Indien veut dire, puisque tous ces peuples viennent de chez nous. Puisqu'en fait, le Moyen-Orient n'existait pas comme ça. Il y a 5 300 000 ans. Il y a eu un tremblement de terre, c'est ça qui a cassé cet endroit, l'eau est entrée et il y a une cassure, mais c'est le même peuple. Ça a déjà été démontré par au moins 4 disciplines. C'est le même peuple de l'Afrique du Nord jusqu'à cette partie-là. Israël et la Palestine, c'est le même peuple d'un point de vue culturel, d'un point de vue génétique, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se trouve que nous sommes dans une falsification de l'histoire de toute une planète, de la géographie de toute une planète. Dans les moments où il y a une falsification de l'histoire de la géographie, une falsification profonde, même d'un point de vue religieux. La mère de Mohammed, qui est le fondateur de l'islam, était d'Abyssinie. L'Abyssinie, c'est la Libye actuelle, c'est en Europe. Non. Mohammed était un noir, de la même manière que Jésus était un noir. Soyons gentils, peut-être que comme Dieu, je vous ai démontré tout à l'heure que la mère de Jésus, en lisant la Bible, est noire. Jésus ne pouvait pas être blanc quand même. Si votre mère est noire, soyons gentils, peut-être que vous êtes métis, au mieux. Voilà. Et d'un point de vue de la catégorisation scientifique, un métis est un noir. Puisque la forme de tête du noir, c'est démontré en archéologie, en paléontologie, est une forme unique sur Terre. Nous, on a les formes de tête qu'eux, ils n'ont pas. Eux, ils ont les formes de tête que nous, on a. Et pas vice-versa. Il y a un tas de choses qu'on n'enseigne pas, mais bon, vous savez, je ne faisais que m'échauffer. On parlera de ça en C4. Bonjour à vous. Aujourd'hui, je suis devenu Camerounais plus que jamais grâce à vous, s'il vous plaît. Le numéro de Dr Guy Parfait Songuet, c'est Jacques Sa qui veut avoir son... 98 76. J'ai dit 98 76 39 80. Ça, c'est le premier numéro. 73 76 50 94 73 76 50 94, c'est le deuxième numéro. Ne bipez pas s'il vous plaît, je suis très souvent en réunion. Bon, alors docteur, la question qui est posée par un auditeur, pourquoi le Cameroun ne peut pas quitter la zone, le franc CFA et créer sa propre monnaie? Pour que nous puissions créer la zone CFA, il faudrait un champ de force qui soit capable d'infléchir sur les positions initiales créées par De Gaulle. De Gaulle a créé des positions qui nous empêchent toute autonomie et effectivement, il faudrait un champ de force qui inverse cette tendance en arrachant, en émancipant. Le terme émanciper, c'est un terme qui est utilisé par les femmes. Est-ce que Paul Biya peut trouver ce champ de force? Il est en train d'ouvrir la brèche. C'est notre génération qui doit s'occuper de ça, pas la leur. Oui. Nous là. Oui. Si on pense qu'on est né pour être des spectateurs, certains auront choix avec nous là. On est né pour mettre de l'ordre dans ce pays. Et Cheikh Anta Diop avait dit soyez armés de science jusqu'aux dents. Ce n'était pas une figure de style. Non, c'est un fait. L'éducation est l'arme la plus puissante en matière de révolution. Vous voulez changer un peuple, dites-lui la vérité. Mettez aux gens dans la tête qu'ils sont valeureux. Quand je dis la vérité aujourd'hui sur le fait que Jésus était un noir, je mets un défi. Je dis ça à la radio, je peux dire ça à la télévision. Le prêtre qui peut me prouver que Jésus était blanc, qui vienne en débattre. Je vais prendre la Bible, lui montrer que Jésus était un noir. Je vais rentrer maintenant dans la science, qui est mon domaine, où je suis bien assis. Et je vais lui montrer la négritude de Jésus. C'est notre Jésus qu'ils ont volé. C'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre dans cette histoire-là. Regardez la croix. La croix, là, c'est pas eux qui ont créé cette croix. Regardez la représentation de l'Égypte antique. 3500 ans avant Jésus-Christ, il y a déjà cette croix. C'est autant de choses qu'on n'enseigne pas. Je suis désolé. Quand moi je pense à Jésus, quand je dis Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob, je ne vois pas les blancs. Je vois les noirs. Samson était un noir, l'autre qui a les longs cheveux. Dieu, à l'origine, a créé deux types de noirs. Les noirs avaient les cheveux crépus, comme beaucoup d'entre nous, et les noirs avaient les cheveux longs, comme les Indiens. On les voit jusqu'à aujourd'hui. Quand on parle de noir, le noir, c'est quoi? Le noir est la fondation de toutes les autres espèces phénotypiques, parce que la notion de race ne tient plus, scientifiquement.
C'est la même espèce avec des variations phénotypiques. Variations dues à l'éloignement de l'équateur. Parce qu'aucun animal ne peut tenir longtemps sous l'équateur sans mélanine. Donc, quand nos arrière-petits-fils, que sont les blancs... La mélanine, c'est ce qui donne la peau noire à toute espèce, à tout être vivant. Et même jusque-là, on est ici dans le studio, on est tous des noirs, on n'a pas la même couleur. Oui. Elle est noire, mais elle tire vers le jaune. Les noirs, ils tirent vers... C'est même pas... Les deux sont bruns, mais ils n'ont même pas le même teint. Oui. Toi, tu n'es pas noir. Oui. Lui, il est noir, etc. Le noir est noir. Le noir est blanc. Quand vous voyez un blanc avec les cheveux crépus, le nez épaté, les lèvres fournies, dans la catégorisation, c'est un noir. Le noir est jaune. Le noir est rouge. Le noir est marron. Le noir est violet. Et le noir est bleu. C'est la composition, la recombinaison des noirs, des couleurs claires qui se sont éloignés de l'équateur, qui graduellement ont fabriqué le blanc. Et c'est comme ça que graduellement se sont formés les jaunes. Les jaunes sont plus jeunes, c'est des Asiatiques là. C'est nos arrière-petits-fils. Une étude scientifique a prouvé que le chinois, l'ancien chinois est tiré des hiéroglyphes. Donc moi je suis le grand-père du blanc. Oui. Il faut qu'il me respecte alors. Comment est-ce que... Non, le grand-père, ce n'est même pas... C'est trop gentil, Bojiko. Oh, vraiment. C'est nos arrière puissance N, petits-fils. Comment ils sont nés ils viennent dire qu'ils sont plus forts que nous. Ils sortent d'où? Mais ils sont, ils nous dominent. Et ils appellent l'Europe le vieux continent. Vieux par rapport à qui? Les ossements les plus anciens trouvés sur Terre, c'est où? Ce n'est pas Toumaï, 7 millions d'années. Ici, au Tchad. Oui. Les ossements les plus anciens trouvés en Europe, on n'a même pas trouvé 100 000 ans, hein. Justement. On n'a pas pu. C'est nous qui avons colonisé l'Europe. Il y a des bêtises comme ça. Moi, je ne peux pas accepter qu'on dise ça quand je suis assis quelque part. Qui a découvert l'Amérique? Christophe Colomb. Il a découvert l'Amérique. Quand il a trouvé les Noirs là-bas, c'était pas les hommes. C'était des hommes. Donc, ceux qui ont découvert là-bas, qui vivaient là-bas, eux n'ont pas découvert. Ça, c'est d'un. De deux. Donc, ça, c'est encore notre mensonge de l'histoire. Oh, il y en a un tas. Comme l'autre, il a créé l'école. Il a créé l'école que l'Égypte qui avait la Nubie, avant l'Égypte qui avait l'école. Avant lui. Il y avait l'école en Nubie. Oui, bien sûr. C'est la Nubie qui fonde l'Égypte antique. C'est l'Égypte antique qui fonde Sumer. Et tous les autres systèmes qu'on connaît. Qu'est-ce qui se passe? Les mensonges comme Christophe Colomb a découvert l'Amérique, alors que les explorateurs phéniciens et nubiens ont découvert l'Amérique 2000 ans, plus de 2000 ans avant Jésus-Christ. On redécouvert 2 fois avant Christophe Colomb qui est né hier. Il y a des choses. Quand on parle même des Grecs qui ont fondé le système occidental, les premières races de Grecs, c'était des Noirs. C'est la deuxième génération de Grecs qu'on voit, qui sont les Blancs. Ceux qui sont tous allés en Égypte là suivre la formation. Dès que vous avez un problème au Cameroun, on vous dit que vraiment, on ne connaît pas la démocratie. Demos, Kraten, quand on parle, qui a créé ça? Même la philo, ils n'ont pas créé. La philosophie, c'est nous qui l'avons créée. Donc, en fait, le fait qu'on n'ait pas restitué l'histoire, c'est que le noir ne comprend pas sa dignité, sa puissance naturelle, son autorité, sa notoriété. Alors, la responsabilité qui va avec ce qu'il est. Le noir veut toujours rester inférieur à d'autres. Ce n'est pas qu'il veut, c'est qu'il y a une chose qui a été faite à travers le processus éducatif. Je vous ai déjà dit que la meilleure manière de fabriquer un imbécile, c'est de dire à un individu normal régulièrement, tu es un imbécile. Il va s'approprier l'étiquetage et il va le somatiser. Il y a des parents qui insultent leurs enfants. Un enfant casse un verre. Il y a surtout les femmes minces. Elle va l'insulter pour 1,5 tonnes. Le temps que la voisine arrive, elle ouvre une autre tonne d'insultes. Quand le papa vient le soir, elle ouvre la tonne. Tu fais ça à un enfant, 15 ans, tu l'as brisé. Je fais du coaching en entreprise. Je l'ai fait dans de grands milieux. Le ministère des Finances, Camtel, Isacam, etc. J'ai fait le coaching. Les cadres d'entreprise, que ce soit les directeurs généraux, etc., souffrent pour beaucoup de la manière dont leur enfance a été gérée. On leur a mis dans la tête que tu es un imbécile. Si tu es un imbécile et tu en es convaincu, même le doctorat ne peut pas te sortir de l'imbécilité mentale dans ta relation à toi-même. C'est un problème fonctionnel au niveau mental, psychologique, affectif et intellectuel. C'est une affaire à désenfermer. Il faut sortir. Les gens souffrent. Mais il y a les formes de sorcellerie. On appelle en science sorcellerie tout ce qui est incohérent. Ah bon? Les gens souffrent. Oui, vous savez, non, ils n'utilisent pas les mots. Les mots ont une saveur, les mots ont un parfum. Les mots projettent des vibrations. Les mots sont des entités vivantes. Mais on ne joue pas avec les mots. Il y en a qui bavardent seulement, ils parlent pour parler. Non. Avec les mots, on peut élever. Avec les mots, on peut ouvrir. Avec les mots, on peut fermer. Avec les mots, on peut briser. Avec les mots, on peut tuer. Avec les mots, on peut créer. On ne joue pas avec les mots. C'est avec les mots qu'on a fondé le sous-développement dans ce pays. En mettant dans la tête de nos ancêtres que les blancs nous dépassent. Or, le blanc, on ne savait pas que nos arrière-petits-fils étaient devenus blancs. On croyait que c'était nos ancêtres qui sont revenus. On n'enseigne pas ça sur le plan anthropologique. C'est autant de choses. On a mis dans nos têtes que tout ce qu'on avait, le culte des crânes, tout ça, c'était n'importe quoi. Aujourd'hui, je suis catholique pratiquant. Mais comme je suis un scientifique, certaines vérités, ça sort d'abord et réfléchit après.
On ne peut pas concevoir qu'on est venu nous dire que le culte des crânes ne valait rien. Les gens doivent pas aimer leurs ancêtres, alors que toute la religion, tous les enseignements démontrent que la relation à Dieu est fondée, 1 sur les parents, 2 sur la terre. Il y a 2, que ce soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau. Quand on dit honore ton père et ta mère, c'est le seul commandement qui soit assorti d'une promesse. Et c'est le seul commandement dans l'Ancien Testament qui, dans Proverbe, si tu ne le respectes pas, les malédictions vont tomber sur toi. Parlons-en. Il se trouve que les Africains avaient déjà compris, parce qu'ils sont les premiers à avoir compris le monothéisme, mais pas seulement ça, à avoir compris Dieu en tant qu'énergie vivante, en tant qu'élément vibrant, en tant qu'harmonie. Vous voyez une société qui dit qu'elle croit en Dieu, mais ils détruisent les expressions de Dieu, la nature. Ils ne respectent rien. Un enfant blanc, en bonne santé, peut dire à son père, vraiment, papa, tu es con. Ici, là, même dans un cauchemar, tu ne peux pas dire ça à ton père, que papa, tu es con. Mais tu as raté au moins une saison, ce n'est même plus un épisode. Lorsque on a une société comme la nôtre, où les éléments fondationnels ont été balayés, et les gens sont surpris en lisant les symptômes. C'est pourquoi je ne sais pas si quelqu'un d'autre le fait, je suis un politologue qui utilise la psychanalyse en sciences politiques. Il faut trouver les sources profondes d'un mal pour dégager la thérapie. Je suis d'abord et surtout un médecin traitant sur le plan de la société. Bon, on n'aime pas les médecins traitants, on a besoin d'entretenir les pathologies, parce que les pathologies, ça remporte beaucoup d'argent à beaucoup de personnes qui ont le pouvoir. Des micro-entités systémiques clanico, ethnico, politico, ésotériques, qui sont autour du président de la République et qui nous enfoncent dans la boue tous les jours et avec joie. Donc, vous disiez que honore ton père et ta mère, c'est le seul commandement qui est assorti d'une promesse. Une promesse. C'est le seul. C'est le seul. Donc, ça veut dire quoi? Que nous, aujourd'hui, peu qui écoutons la radio, ceux qui écoutent la radio, quel comportement doivent-ils avoir désormais vis-à-vis de leurs parents? Quel que soit ce que leurs parents sont ou font, qu'ils évitent la guerre avec les parents. Ce n'est que les malédictions d'avoir les problèmes avec vos parents. Vous ne pouvez pas être d'accord, c'est normal. Vous n'êtes pas de la même génération. J'ai dit qu'une génération, c'est 30 ans. Mais vous n'êtes pas obligé de faire la guerre à votre père, faire la guerre à votre mère. Et même, vous pouvez vous faire aimer encore plus par vos parents en leur offrant un minimum d'amitié. Ce n'est pas bien, ça n'apporte rien de bien. Moi, ça fait quoi? J'ai 36 ans maintenant. Ça fait 9 ans que j'ai le doctorat. Je lutte contre mon père. Ce sont mes amis. Hein. Et tant que vous avez vos parents comme amis, le diable va travailler, va échouer à tous les virages. Je vous dis ça. C'est un truc qui marche. Ce n'est pas parce que les parents sont parfaits. Ils ont plein de défauts. On peut faire les livres sur les défauts des parents. On va même avoir raison sur toute la ligne. Mais c'est parce que c'est une loi de la nature. Voulu par Dieu. Voulu par Dieu. Et un Dieu que nous, on a compris avant les Blancs. Eux, quand ils ont trouvé que le père est déjà vieux, on le pousse avec le pied gauche dans une maison de retraite. Que tu déranges, je dis donc. Tu es un résidu de la nature. On le pousse à l'isolement. Nous, on va voir nos grands-parents. Même certains, ils vivent avec nous. Nous, on les prend plutôt chez nous à la maison. On aménage leur espace et on prend soin d'eux jusqu'au dernier jour. Et on vit ensemble. Il y a des choses. Ils ont fait croire que le développement était une affaire financière. Et même une parenthèse, je ne sais pas si c'est dans toutes les tribus c'est comme ça. Je connais une famille qui se disputait. Leurs parents, c'est-à-dire qu'ils ont 2 sœurs et 3 garçons. Donc, 2 filles et 3 garçons. Et les filles sont mariées, un à un homme d'affaires, l'autre à un magistrat. Et les garçons sont chacun sa position. Ils se sont disputés le vieux. Chacun voulait que le vieux vienne mourir chez lui. C'est-à-dire que c'était un honneur que mon papa vienne finir. Papa étant malade et fatigué, c'était une guerre entre le père disait, bon, voilà ce que je vais faire vraiment. Eric, moi, je fais une semaine chez toi, Et quand le papa... J'ai une histoire qui est... Et quand papa est décédé, c'était la guerre au deuil, hein, une véritable guerre. S'il était chez moi, il aurait pu vivre plus longtemps, j'avais plus de moyens que toi, je l'aurais évacué en France, ainsi de suite. Mais le prêtre a dit, tout cela est bien parce qu'on sent que vous aimez votre papa. C'était tellement fort ce qu'il avait dit. Et moi, c'est ça que j'ai retenu comme leçon. Leçon la guerre de que, papa, tu aurais pu nous informer que ça n'allait pas, tu savais que tu as voulu jouer au grand, ainsi de suite. Mais l'essentiel était là. Chacun voulait avoir son père. Mais ailleurs, c'est pas comme ça. Dès que le père est vieux, on le pousse dans une maison d'asile. On le pousse avec le pied gauche. Que va là-bas, dis donc, tu déranges. Tu sens même mauvais déjà. Voilà. Tu déranges déjà. Tu déranges, tout le temps, il faut qu'on soit à côté de toi, ainsi de suite. Et puis, il y a des choses. Il faut qu'on retienne ça. Il y a des choses. Je peux pas m'amuser avec cette affaire. Cette affaire, ils ont la chance que nous, là, on n'a pas encore arrivé là-bas. Un comme moi, là, si je suis président, je durcis les lois sur l'homosexualité. Comment se fait-il qu'une société ait créé un cadre qui permet qu'un enfant ait son acte de naissance? Nom du père, une femme. Nom de la mère, une femme.
L'autre a la carte d'identité. Nom de la mère, un homme. Nom du père, un homme. Est-ce qu'ils ne savent pas que d'un point de vue des schèmes, des processus de socialisation, les genres sont des éléments de structuration du mental de l'enfant. L'enfant a besoin de voir la différence entre les deux espèces dès le bas âge. Non, s'il vous plaît, ce n'est pas correct. Depuis qu'il est dans le ventre de sa mère. Parce qu'il est scientifiquement prouvé que l'éducation d'un enfant commence quand il est même encore dans le ventre, dans le sein de sa mère. Parce qu'il est déjà sensible à l'environnement magnétique, sonore. J'ai eu un employé qui a reconnu son père à l'âge de 11 ans. Il ne l'avait jamais vu. Il a reconnu la voix. Pourquoi il entendait la voix quand il était dans le ventre? Il y a des choses qu'on fait. On ne peut pas s'amuser comme ça. Qu'un enfant ne voit pas la différence entre hommes et femmes. Donc ça trouble déjà la structuration de sa personnalité, sa socialisation. Moi j'ai vu quelqu'un qui a fait un dessin sur Facebook qui était très intéressant. Le jour de la fête des mères, il a 2 pères. Il a le bouquet de fleurs. Il dit que bonne fête des mères. Mais bon, je donne à qui? Vous savez, comme ils ont décidé de détruire toute une société avec toutes les dimensions les plus sataniques, ils pensent que nous on ne voit pas ça. Dieu là, ce n'est pas le théâtre. C'est une affaire de vécu et de guerre. Et il y a certains qui représentent Dieu comme un vieux père qui est assis sur un fauteuil, il regarde le monde en attendant quand il va le détruire. Vraiment, moi je ne connais pas le Dieu là comme ça. Hein. C'est un acteur. Hein. Lui ne dort jamais. Il ne dort jamais. Et ce n'est pas quelqu'un qui attend voir une chose. Il fait. C'est tant qu'on n'est pas arrivé à un certain niveau de combat. Parce que le Christ a dit ne soyez ni froid ni tiède. Soyez chaud. Tant qu'on n'arrive pas à un certain niveau, vous comprenez pas la complicité de Dieu. Et que ce n'est pas à l'église qu'on va le chercher. On va le célébrer et le prier à l'église. Si c'est à l'église seulement que vous attendez chercher Dieu, vous l'avez raté à 99,9% des endroits où vous devez l'avoir. Et Dieu, ce n'est pas une question de religion. Il y a une segmentation nette, une lisière qu'il faut établir entre religion et spiritualité. C'est quoi la différence, docteur? La religion relève des représentations, des formes et des mises en scène. Alors que la spiritualité relève de la pratique. Et qu'est-ce qui prime sur l'autre? C'est la spiritualité qui vous permet de comprendre votre Dieu. Si vous ne le pratiquez pas, vous ne pratiquez pas votre vision du bien. Je ne parle pas des logiques idiotes là. Excusez-moi, j'appelle ça idiot. De sainteté ou de pas sainteté. Ou on colle les étiquetes genre pécheur, non pécheur, bon, mauvais. C'est des bêtises. Dieu vous aime. À partir du moment où Dieu vous aime, malgré vos insuffisances, il regarde l'élan que vous avez. Vous le cherchez, il vous donne des bonus tous les jours, au fur et à mesure. Et vous alignez des miracles. Un pasteur d'église de réveil ne peut pas se mettre devant moi. Moi, c'est qu'on l'a vendu. C'est l'histoire qu'ils font souvent là que, miracle. Un chrétien ou un croyant actif a des miracles tous les jours de sa vie. Il en a tellement même qu'il y en a beaucoup dont il n'a pas conscience. Oui, justement. Un chrétien qui est actif, c'est que le possible est infini. Et c'est qu'il peut guérir de toutes les maladies. Ce que je dis, ce n'est pas des choses, une vue de l'esprit. Ça marche, ce truc. Il faut qu'il ait de la foi. Qu'il comprenne que quand il désire le bonheur, il y a droit. Quand il désire réussir, il a droit, etc. Et il faut oser la différence. Quand je ne comprenais pas, si Bojiko, vous voyez mes photos d'il y a 9 ans, j'ai l'air plus vieux là-bas qu'aujourd'hui. Oh, maintenant, je suis dans les régimes grossissants et rajeunissants. Il y en a qui ne savent même pas qu'il y a 36 ans. Ils croient que j'en ai 30. Bonjour docteur, je crois qu'aujourd'hui aucune conscience africaine ne restera plus non éveillée. L'ère de la fatalité est révolue. Plus que jamais, nous sommes conscients que nous avons notre destin en main. Donc quiconque veut nous déstabiliser trouvera un second Vietnam au Cameroun, Landry de PK8. Très édifiant, le discours de Dr Songhai, ces occidentaux sont des criminels. Que chacun reste chez lui et on verra qui résistera. Merci à vous, Ebembo Air. Je suis assez d'accord avec l'analyse de Guy Parfait Songhai. Notre problème en Afrique et au Cameroun, c'est que certains bradent leur pays parce qu'ils ont une autre nationalité. Bonjour docteur, dites-nous qui sont les complices de Boko Haram au Cameroun? Est-ce le même Boko Haram que celui du Nigeria, Ralph Samson? Alors, est-ce le même Boko Haram, docteur? Je vous ai déjà dit qu'il faudrait considérer la recombinaison que Boko Haram a pu se faire à travers le système. J'ai parlé d'une partie nigériane qui est déjà connue. J'ai parlé d'une partie occidentale qui a appuyé. Et j'ai parlé du fait qu'il y a un certain nombre de soutiens ici. Vous savez qu'il y a quelque chose qui m'impressionne. C'est vraiment impressionnant. Ouais. Ce qui est impressionnant, c'est qu'il est plus facile de mentir à un individu que de lui démontrer qu'on lui a menti.
Ah. Oui. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, je parle du Jésus noir, il y a des gens qui sont offusqués d'imaginer que Jésus puisse être noir. Que non, mais c'est pas possible. Le seul bon Jésus doit être blanc. Ouais. Parce que nous, les Noirs, ne méritent pas d'avoir le Fils de Dieu qui avait notre couleur. D'après les études les plus sérieuses concernant Jésus-Christ, j'ai d'abord parlé de l'arbre généalogique de Jésus, puisque je suis descendu jusqu'à Marie. Vous savez que Cham a eu une malédiction. D'après la Bible, c'est un mensonge, mais en fait, puisqu'en fait, quand vous prenez les tests de l'Égypte antique, vous vous rendez compte qu'en fait, comme les Noirs ne savaient pas que le phénotype blanc pouvait exister un jour, ils ont estimé que si le blanc existe, que c'est une malédiction. Justement. C'est ça. Donc les blancs ont trouvé que nous, on avait estimé que le blanc est une malédiction. Ils ont inversé le passage là, en disant que c'est le noir qui a eu une malédiction, ne sachant pas que les sciences allaient évoluer jusqu'à prouver que le blanc n'existe que depuis seulement 40 000 ans, alors que l'homme est sur Terre depuis 10 millions d'années. L'autre chose, c'est qu'il y a un tas de passages dans la Bible qui vous décrivent des individus. Quand on vous parle de David, on dit qu'il a la peau comme si le soleil l'avait brûlé. C'est qu'il est noir. C'est qu'il est noir. C'est ce que ça veut dire. Donc, il y a des choses élémentaires. Lorsque vous avez un passage qui décrit Jésus comme ayant, je dis, la peau comme du bronze poli, les pieds et les mains comme du bronze poli, c'est noir. C'est noir. Et quand on regarde la génétique, Marie ne pouvait pas être une noire. Ah, j'ai oublié. Ça, c'est un passage fondamental que j'ai failli oublier. Je donne des références pour une fois sur cette question. Jean-Paul II a eu le courage personnellement d'attaquer cette question. Jean-Paul II arrive, il trouve que son prédécesseur, Jean-Paul Ier, ne veut pas sortir un secret sur l'apparition de Marie à Fatima. Marie, lorsqu'elle apparaît au berger portugais à Fatima, demande de dire que son fils était un noir et qu'elle était une africaine. Jean-Paul II, ici au Cameroun, demandait au plus haut responsable de l'église qui était là, ici à Douala. Jean-Paul II demande ici, quand il est au Cameroun, au stade Omnisport, c'est comme ça s'appelle. Oui. Il dit, dites-moi un peu, chez vous en Afrique, quand une femme a des problèmes, elle est dans le mariage, elle a des problèmes, elle va où? On lui dit que mais elle va dans sa famille, non? Ah bon, d'accord, elle va dans sa famille. Marie a vu qu'on voulait tuer son enfant, elle a été en Égypte. À votre avis, elle était où? Dans sa famille. Bien. Jean-Paul II met dehors un secret que Jean-Paul Ier n'a pas voulu mettre. C'est l'une des consignes de Marie à Fatima. Lorsqu'elle parle au berger portugais, je voudrais qu'on enseigne que j'étais une africaine et que mon fils aîné était noir. Clair. Si vous voulez discuter avec moi là-dessus, vous prenez Jeune Afrique économique, le numéro 136 de septembre 1990, à la page 138. Waouh, référence. Oh mon Dieu. C'est ça l'enseignant. Quelle référence? Si jamais Rome n'a contesté l'interview de Jean-Paul II, qui est au numéro 136 de septembre 1990 de Jeune Afrique, à la page 138, si jamais un pape n'est allé dire aux Brésiliens que pourquoi votre mari est noir, c'est parce qu'on sait que Jésus était noir, que sa mère était noire. Si il est établi que les Cananéens étaient des noirs d'après les arbres généalogiques établis dans l'Ancien Testament, c'est parce qu'on savait que Marie est une noire. Mais maintenant, je vous mets au défi pour ceux qui voyagent. Allez voir Jésus à Saint-Pierre, à Rome. Il est noir. Ils n'ont jamais osé le blanchir. Qu'est-ce qui s'est passé? Les experts les plus sérieux, même en France, moi j'ai suivi des documentaires à TF1, France 2, documentaires, qui disent, voyons, on exagère quand même. Le phénotype européen n'existait pas au Moyen-Orient à ce moment-là. C'est clair, oui, c'est vrai. Oui. Il n'existait pas. Jésus n'avait ni les yeux bleus, ni les yeux verts, quand même. C'est nous qui avons fabriqué ce Jésus à travers nos films. Et il y a beaucoup de gens qui sont plus à l'aise d'imaginer que Jésus était blanc que d'accepter que c'était un métis. À peu près. Il était de couleur claire, comme certains d'entre nous. Un araméen. Oui. Jésus est un araméen, oui. Un peu comme on en trouve en Syrie, docteur. Bien sûr, on connaît la lignée de Jésus, on connaît l'arbre généalogique. Sa mère était une lévite, une cananéenne, la descendance de Moïse. Et c'est ça le problème. Dès le moment, Sigmund Freud, parce que je veux finir par là. Petite parenthèse, docteur. Vous savez, pendant les conflits en Syrie,
il y a le territoire des Araméens qui a été attaqué. Voilà. Une balle perdue, un obus s'est abattu sur une église. Ça a créé un scandale mondial et les belligérants, dont les partis en conflit, combattent mais esquivent. Sur le seul territoire où on a la paix, ils font tout le combat mais ils ne mettent pas les pieds là-bas parce que pour eux c'est le territoire de Jésus. Et ce sont les cousins et les frères de Jésus. Je vais dire deux choses parce que certains ne savent pas justement qu'au Cameroun ils sont les cousins et les frères de Jésus. Je vais dire deux choses. La première chose, Sigmund Freud, qui n'était pas égyptologue, a écrit un livre intitulé Moïse le monothéisme. Il a précisé ceci: ils ont tué tous les pères noirs pour fonder leur religion. J'exemplifie donc en expliquant ce que ça veut dire. Moïse, noir. Mohamed, noir. Bouddha, noir. Jésus, noir. Si vous voulez, on passe toute une journée, parce que ce n'est pas même de documents ici. Je démontre tout ça. La négritude de tous les pères des religions. La Torah, la Bible, le Coran, tout ça, toutes ces religions étaient... Le père du monothéisme était un noir. Les parents de toutes les... On appelle ça les religions du livre. Sont des noirs. Maintenant, vous avez lâché quelque chose qui m'inspire. Vous parlez de l'araméen. Dieu d'Abraham. L'araméen, lorsque vous l'écoutez, est proche du bakoko et du béti. Les bétis, les bakoko en général, les bassas sont tous des gens qui descendent de la 18e dynastie de l'Égypte antique. Les gens de Famben, Fumban, pour dire ça, c'est parce que Famben c'était le nom d'un pot qui a été initié là-bas, qui était là-bas, qui a été assassiné. Les gens, les Bamoun. Les Bamoun sont les cousins directs des Bétis, des Bassa, des Bakoko, des Fondjomokwet. Parce que les Fondjomokwet aussi sont des Mpo, de la même descendance, de la même lignée. Quand vous entendez un Baganté... C'est donc pourquoi on dit que certains Bafans sont des Bassa de l'Ouest. Oui, parce qu'ils sont descendants des Bassa. On regarde les arbres généalogiques. Alors, même sociologiquement, on pense le dire pour animer la galerie, mais c'est non, vrai. C'est vrai. On peut le démontrer au moins avec 3 disciplines. Les gens s'amusent quand nous parlons de ça. Ils sont à l'aise dans l'enfermement, l'ensorcellement, l'envoûtement qui a été structuré par la colonisation pour que nous n'ayons pas d'indépendance. Et justement, Rose Kala dit pardon, docteur, laisse comme ça, là, nous on va sortir. Tu vas te faire ça, on va sortir dans la rue. Donc, bonjour à tous et merci pour ce que vous faites pour éduquer les Camerounais. Je suis moi-même professeur de lycée et je confirme formellement toutes les déclarations de Dr Guy Parfait Songhé au sujet des pseudo-indépendances et des actions malveillantes de la France. Merci. Bonjour Dr Guy Parfait Songhé, quelle est la position des Américains par rapport à ce que vit l'Afrique et par rapport aux colonisateurs quand on a l'impression qu'ils regardent juste et ne réagissent pas? Nelly Douala qui envoie ce message. Alors les Américains connaissent bien. Nelly, il faut que tu comprennes que les Américains, comme tous les pays, savent défendre leurs intérêts. Mais la défense des intérêts sur un territoire où il y a déjà des verrouillages dus à des pseudo-accords de partenariat est un peu délicate. On regarde quels sont les champs de force existants, on regarde les possibilités qui existent et on s'engouffre dedans. Là où par exemple la France, dans des pays comme le Gabon, le Tchad, la Côte d'Ivoire et quelques autres, où la France a verrouillé carrément le partenariat, ce n'est pas facile. Mais il y a les possibilités de partenariat économique, de partenariat militaire dans quelques autres pays. Vous savez par exemple que le Cameroun a des rapports maintenant avec la Russie sur ces questions-là, avec la Chine, bon, des choses comme ça. Bon, on n'en parlera pas plus que ça. Donc, en fait, les intérêts américains restent des intérêts importants parce que l'Amérique a besoin du pétrole qui est chez nous. Vous savez qu'un pays comme le Cameroun est profondément sous-exploité sur le plan de son sous-sol, jusqu'à présent. Bon, on est l'un des pays les plus riches au monde. J'ai fait 2 fois le tour du Cameroun. D'abord en tant que consultant et formateur pour les Nations Unies, de 2010 à 2011. Ensuite, en tant que consultant et formateur pour l'Union Européenne, de 2012 à 2013. Avec l'ONG qu'on appelle Un Monde à Venir, dirigé par M. Philippe Nanga. Bon. Nous avons fait un travail exceptionnel sur le terrain qui nous a aidé à voir, entre autres éléments formationnels, la richesse extraordinaire de ce pays. Ce pays est encore vierge en termes d'exploitation. Donc en fait, il y a beaucoup de pays comme ça qui ne sont pas encore exploités. On va voir les reconfigurations. Mais les Américains tâtent le terrain petit à petit en évitant autant que possible de déranger leur partenaire stratégique qui est la France. Justement. Donc on peut comprendre ça. On va aller avec le message. On va sortir de là. Bonjour, Dr Songhé. Bon, on a lu ce message. Bonjour, Dr Guy. Est-ce que ça veut dire que le malheur des Africains vient de l'Occident? J'aimerais le savoir parce que je pense que le malheur du Cameroun, je pense que c'est nous-mêmes. Merci, c'est Wilfried. Bonjour à toute l'équipe en studio. Bien au-delà des volontés de déstabilisation, c'est le manque d'unité qui
tue nos États. On en revient donc à l'éternelle question, comment apprendre l'amour du pays aux Africains? Bonjour. À travers l'éducation, on a déjà dit ça. Bonjour à tous en studio et surtout un merci infini pour les efforts que vous fournissez pour informer. C'est Mick de B-Panda qui nous envoie ce message. Bonjour Cyril, bonjour Dr Guy Songuin. Une question, quand et comment sortir du joug français s'agissant de l'argent loge au trésor français? Il a répondu à la question. Bonjour, merci pour votre brillant exposé de M. Guy Parfait Songuin sur les enjeux économiques et géopolitiques. Il est que les médias collaborent avec les acteurs sociaux pour éclairer les populations. C'est Léa qui le pense. Bonjour docteur, je voudrais savoir si c'est pas possible de mettre un terme à ces accords secrets. Nicole Numbissi. Il faudrait que les associations, les ONG, les partis politiques en fassent une affaire personnelle. Bonjour. Dès le moment où les associations, les ONG au Cameroun, les partis politiques en feront enfin une affaire personnelle, les médias vont suivre. Et ça va créer une crise qui obligera l'État, le président de la République à céder. C'est à nous de déclencher le processus. Ça ne doit pas venir d'en haut, dans un tel cas de figure. Parce que si ça vient d'en haut sans soutien en bas, ça va s'effriter. Et à quoi nous servons les députés à l'Assemblée nationale? Allez dans leur demande. Voilà le combat qui devait mener les sénateurs et députés. C'est eux qui représentent le peuple à l'Assemblée nationale. Ils peuvent forcer le chef de l'État à sortir de ces accords. Ils pourraient faire ça. Même par référendum. Voilà. Voilà. Bonjour Cyril, bonjour Monsieur Songuin, merci pour ces éclairages, que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse le Cameroun. Nous disons non aux manipulations dans notre pays. S'il vous plaît, est-ce possible d'avoir les enregistrements des émissions après auprès de la radio? Oui. Merci Cyril pour les conseils, merci au docteur, je suis ravi. N'oubliez pas qu'il y a la révision de cette émission dans la nuit à partir de 22h, vous pourrez la enregistrer et je me ferai également le plaisir d'offrir quelques copies. On va à quelques-uns des auditeurs qui viendront le chercher dès demain. Bonjour docteur Guy Parfait Songuin, concernant le virus d'Ebola, j'ai suivi dans une chaîne de télévision africaine que cette maladie est curable en Amérique et mortelle en Afrique. Est-ce vrai, Daniel Yankam? Je suis flatté par votre commentaire sur l'Afrique. Comment faire pour avoir l'intégralité de cette émission? Merci, c'est Louis. Sarkozy avait humilié le grand-père Chirac et les présidents africains, mais il avait oublié que le Christ avait dit que qui tue par l'épée périt par l'épée. C'est Dia Basile qui envoie ce message. Vous êtes très nombreux à nous avoir sollicité. Merci infiniment, Dr Guy Parfait Songuin. Nous parlerons, l'émission est presque. Nous parlerons dans le prochain entretien que vous allez nous accorder de l'éducation et de l'orientation. Comment fabriquer de bons citoyens. Oui, donc c'est important. Comment réussir sa vie à partir de l'éducation et de l'orientation. C'est le prochain thème dont nous allons parler. Mais pour obtenir des intellectuels et non des diplômés. Voilà, et c'est justement ça. Ceux qui vont éclairer l'opinion. Excusez-nous si l'émission a joué des prolongations, chers auditeurs. Vous voyez que la connaissance est toujours un peu, parfois un peu. Dr Songuin ne vit pas. Voilà, il n'est pas facile pour moi de l'attraper. Donc quand je l'attrape, permettez que on passe toutes les questions en revue. Maintenant, on peut écouter la musique pendant 3 jours. Ça ne va gêner personne. Le conseiller Metounou Jean du MRC vous dit bonjour et vous dit on a encore 60 messages. Voilà, comment faire pour vulgariser les pensées et analyses de Guy Parfait Songuin et de Patrick Sapar pour éclairer les citoyens et surtout les jeunes. J'attends fond des 2 valeureux citoyens, conseillers Metounou, courage à vous et longue vie à votre émission. Bonjour Cyril, infiniment merci. Balafon et ton équipe, la route vers la liberté est en train de s'ouvrir avec des intellectuels comme Guy Parfait Songuin. Guy Parfait Songuin, l'événement c'est donc jeudi à partir de 14h à l'hôtel Sawa. À 17h. Pardon, 17h, la dédicace, j'ai tellement hâte d'y être. La dédicace du livre Nelson Mandela, un exemple pour l'humanité de Jean-Emmanuel Pondy. Ok. Le livre coûte 5 000 francs. Il coûte 5 000 francs, il est en français et en anglais. Oui. Il faut l'avoir absolument. Donc, venez à l'hôtel Sawa jeudi à 17h pour cette dédicace et offrez-vous ce livre-là qui sera dédicacé d'ailleurs par l'auteur Jean-Emmanuel Pondy. Merci infiniment, docteur. C'était extrêmement riche. Notre stagiaire Mathie Gaël, étudiante en communication à l'Institut Sciences Supérieures. Oui, viens au micro, dis quelque chose. Tu es communicatrice, tu dois parler, hein? Alors. Oui, effectivement, j'ai apprécié ce que le docteur Songuin nous a dit. Il nous a vraiment éduqués et j'aimerais vraiment qu'il revienne sur cette antenne parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il a déclarées qui m'a vraiment flattée. Je suis vraiment flattée et j'ai beaucoup appris pendant cette émission. J'ai eu l'honneur d'être enseigné par Guy Parfait Songuin en licence en communication et je suis fier d'avoir été son étudiant. Et j'étais un étudiant sérieux, brillant. Il faut dire. Docteur dit la vérité. Je suis jalouse. Docteur dit la vérité. Coco, je n'étais pas comme toi. Je voulais dire parce qu'on a dit la vérité. Coco, je n'étais pas comme toi. Bojiko, pour les notes dont je me souviens de Bojiko, elle fluctuait entre 13
et 14. Tu as compris. J'ai pas. En communication. À l'examen. Donne d'examen. À l'examen. Bon, je voulais faire un cadeau à la femme qui est là. à côté. Oui, hein. oui. On parle souvent d'égalité entre hommes et femmes. On parle souvent de la femme comme étant un sexe faible. Il ne faut plus entendre ce genre de choses. La femme n'est pas un sexe faible. Je commence par des choses simples. En Afrique de l'Ouest, on dit que ce que la barbe dit en journée, c'est ce que le pain a décidé la nuit. Voilà. Parce qu'on sait quel est le pouvoir réel des femmes. Maintenant, je vais entrer sur le plan scientifique pour démontrer cette affaire. Les Blancs n'ont rien compris, puisque c'est normal, ils sont nés hier. Les premiers États ont été gouvernés par les femmes. Les premiers chefs d'État sur Terre étaient des femmes. Et ça a duré longtemps. En outre, jusqu'à aujourd'hui, nous avons des notables femmes. Nous avons des prêtres dans nos religions africaines qui sont des femmes. Ouais. Ce qu'eux n'ont même pas pu faire. Maintenant, je vais aller en égyptologie pour expliquer cette affaire. Parce que un Béti, un Bakoko et un certain nombre d'ethnies appellent la femme Nga. Nga veut dire, oui, c'est la même, que vous soyez de l'Ouest, c'est les mêmes gens. On vous a menti en vous faisant croire que vous êtes différents. La racine, c'est-à-dire qu'on vous a montré un arbre depuis son sommet en disant que la feuille ici n'est pas la sœur de l'autre feuille. Personne n'est allé chercher les arbres, les branches. Dès qu'on cherche les branches, on trouve le même tronc, dont les mêmes racines. Bien, la femme on l'appelle Nga, ou encore dans certaines appellations, toujours en égyptien ancien, Minga ou Mindira. Comme le Bakoko le dit, Minga se dit encore dans beaucoup de langues. Nga veut dire quoi? L'arme à feu. Vous-même vous sentez que l'arme à feu c'est le sexe faible? Non. Voilà. Ou Minga, celle qui avale le feu, ou qui avale le fusil. Minga. La femme ne peut pas être classée comme sexe faible. Jamais elle avale le feu. Et on embrouille les femmes en disant que on dit qu'on embrouille les femmes en disant que elles doivent être égales aux hommes. Non. Si vous voulez l'égalité entre l'homme et la femme, donnez les grossesses aux hommes. On voit. Il se trouve que c'est un jeu de rôle où la femme a un rôle de fondation que l'homme ne pourra jamais jouer. Oui. Il faudrait qu'on lui montre plutôt la puissance qui est la sienne, le pouvoir qui est le sien, la responsabilité qui est la sienne. Pourquoi? Les femmes ont un pouvoir extraordinaire à travers la douceur, l'attention, la tendresse. Ce n'est pas une autorité violente, c'est une autorité douce, mais d'une efficacité incroyable. Une seule femme peut harmoniser toute une famille. Une seule femme peut diaboliser toute une famille et la détruire. Ouais. Et c'est vrai. Et une femme peut avaler 200 millions. C'est vrai. 200. Pourquoi tu veux pas? Laisse quoi tranquille, et toi? La puissance de la femme est puissante. Une femme peut avaler 200 millions. Et 200 millions, c'est quoi? Comment? Merci beaucoup. Merci. C'était une très belle émission. Je pense que de son lit d'hôpital, Marie-Flora Massana a écouté avec beaucoup d'intérêt. Je suis sûr. Petite sœur, nous pensons à toi. Fortement d'ailleurs. Fortement. Tu nous manques déjà. Gros bisous, Marie-Flore. Marie-Flore, reviens nous voir. Merci. Merci beaucoup. Très bon. C'était une émission dédiée. Ça va te guérir, ça là. C'était une émission dédiée à Marie-Flora Massana. Ouais, c'était. Je sors de l'école. Donne-moi un doctorat, non? Ça, non, ça c'est les cours. Ça me donne le doctorat directement. Comment? Bon, toi qui dis que tu cherches des blancs.